On voit que quand un concept est original et qui est pas vu quelque part, ça fonctionne. En ce moment, il y a Abrèche Frères qui n'est pas son concept. Les premières vidéos, en 2017, c'était un calvaire. Je parlais face à la caméra, c'était n'importe quoi, j'avais peur, la caméra elle tremblait, j'étais tétanisé. C'est juste que ce qu'ils voient pas, c'est qu'entre temps, j'ai fait 500, 600, 700 vidéos. L'argent, si c'est une problématique de ton quotidien pour pouvoir payer la bouffe, ton loyer, etc., évidemment que ça fera ton bonheur. Moi, par exemple, dans mon business, je me suis mis 2 cadres. C'est la taille de l'équipe et les heures de taf. Ça, c'est le gros problème. Genre, oui, mais moi, je suis pas intéressant. Non, en fait, c'est justement, c'est parce que tu vas être toi que tu vas être intéressant. C'est la seule place qui est pas prise, c'est la tienne. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On enchaîne. Bonjour Alex. Salut Tony. Très content de t'avoir aujourd'hui dans cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui te connaissent pas, et après je mettrai un petit peu de contexte pour le sujet. Bien sûr. J'ai passé une partie de ma vie à avoir comme mission de donner aux gens l'envie de voyager, leur montrer que c'était à la portée de tous. J'ai été pendant à peu près 10 ans créateur de contenu dans le domaine du voyage. C'était mon job. Donc j'étais payé pour voyager. C'est un peu comme ça qu'on aime bien me résumer. Et puis au bout de 10 ans, comme n'importe quel job de rêve, si tu fais bien ton boulot de vouloir évoluer, de vouloir grandir, t'as besoin d'évoluer, t'as besoin de changer. Donc depuis 4 ans maintenant, mon job et ma mission, c'est d'aider les gens en fait à se raconter, à créer du contenu pour avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux et attirer des nouveaux clients en flow continu et surtout des clients qui leur ressemblent. Donc je vends des formations en personal branding, en stratégie de création de contenu et aussi en amont pour ceux qui ont envie de se lancer mais qui disent putain, ça a l'air bien tout ce que vous faites en ligne, tout ça. Et du coup, j'ai aussi une formation pour découvrir ses zones de génie et trouver son job idéal. Exactement. Très bien. Pour la petite histoire du coup, on avait fait une ITV il y a c'était quoi, 3 ans? Je crois, c'est bien 3 ans je pense. Le temps passe vite. Sur justement la fameuse passation que t'as fait, comment est-ce que on accepte en fait de quitter un job qui nous fait rêver pour partir sur un truc qui est un petit peu tout nouveau. Et depuis, justement, c'est un peu pour ça qu'on fait la vidéo aujourd'hui. Il y a plein de choses qui ont changé. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà un peu brièvement comment t'as fait la passation, c'est-à-dire comment tu t'es dit en gros, ok. Je faisais ce métier-là d'influenceur voyage, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, j'ai envie de changer, d'aller dans le domaine de la formation en personal branding. C'était quoi un peu les challenges que tu as rencontrés quand tu as voulu faire la passation et tout? Ouais, alors pour faire très brièvement, en fait, quand tu sens que tu arrives au bout de quelque chose, t'as besoin d'une nouveauté. Mais souvent, tu restes bloqué dans ta situation parce que t'arrives pas à trouver cette nouveauté. T'as cette envie, mais t'es bloqué par le manque de réponse et de clarté. Et il y a 2 grandes questions, moi, qui m'ont aidé, qui ont pris du temps à répondre. C'est, qu'est-ce que j'aime faire? Profondément, qu'est-ce que j'aime faire? Et qu'est-ce que je sais faire? Et ça, c'est des questions qui paraissent bêtes, mais faut être super honnête. Qu'est-ce que j'aime faire? Pas ce qui est cool de faire. Pas genre la crypto, j'aime bien. Non. Pas l'immobilier, je veux être libre financièrement, indépendant, tu vois. Non, un truc genre, si t'enlèves l'argent, si t'enlèves la société, qu'est-ce que t'aimes profondément faire? Et moi, ce que j'aime, c'est aider les gens à réaliser leurs rêves. Parce qu'avant, mon outil, c'était le voyage. Et justement, je me dis, ça, ok, c'est aider les gens à réaliser leurs rêves. Comment je peux potentiellement continuer à le faire différemment? Qu'est-ce que je sais faire? Et là, qu'est-ce que je sais faire? Il y a une vraie approche de, faut pas que je me pump, c'est-à-dire, ouais, vas-y, je me flex, je sais faire tout ça. Non, ouais. Qu'est-ce que honnêtement je sais faire, mais faut pas que tu t'autoflagelles, genre, tu sais, syndrome de l'imposteur, genre, non, ça, je suis pas très bon et trucs, alors qu'en fait, t'es largement très bon. Ouais. Donc, il y a un vrai recul et un jugement objectif sur toi qu'il faut avoir pour te dire, ok, en fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait depuis 10 ans? J'ai créé du contenu, je raconte des histoires, je rassemble des communautés, je sais fédérer, j'essaie de le faire de façon naturelle. Et quand justement, à ce moment-là, je parlais avec d'autres potes qui étaient dans l'entrepreneuriat, qui étaient très bons dans leurs skills, ça peut être immobilier, design, filmmaking, mais qui galéraient potentiellement à avoir des clients et de la visibilité. Ça va souvent ensemble. Et j'ai dit, mais créer du contenu, ouais, mais je sais pas quoi faire, je sais pas comment le faire, je veux pas passer pour un marchand de table. Et là, je fais, attends, mais tout ce que j'ai appris pendant ces 10 années de création de contenu permanente, je peux peut-être les transmettre, tu vois. Et avant, mon outil pour aider les gens à réaliser leurs rêves, c'était le voyage. Parce que quand tu pars en voyage, tout à coup, tu t'aperçois que t'es capable de beaucoup plus et ça t'ouvre des nouvelles portes et sur de nouveaux chapitres sur ta vie. Et là, en fait, je me suis dit, mon nouvel outil, c'est de pouvoir les aider à créer du contenu, à avoir de la visibilité. Parce que souvent, en plus, quand tu voyages, t'as envie d'un nouveau job. Si tu fais un peu bien ton boulot aussi. Introspection. Exactement. Et là, tu dis, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est pareil. Et quand t'as compris ce que tu voulais faire, il te faut des clients. Ouais. Et au-delà du business model, tu peux avoir un super business model. Si t'as pas un flux entrant de nouveaux clients, il se passe rien. Donc, je me suis dit, je vais transmettre ça. Comment ça s'est passé?
J'ai loué une villa à Bali pendant 3 mois. Je fais venir des potes, je fais venir la petite équipe que j'avais déjà à l'époque, et j'ai tout de suite essayé de basculer là-dessus. Ok. Et du coup, est-ce que ce changement, au final, c'est pas un truc qui a été un peu trop brutal, tu vois, en mode tu t'es pas laissé assez de temps de réflexion, de savoir même toi-même qu'est-ce qui te correspondait par rapport au business et tout? Moi, énorme erreur d'ego, je pense que quand tu commences à avoir un métier dans lequel tu as été successful, tu t'associes en fait qui tu es à ton métier. Donc si tu arrêtes ton métier, tu as l'impression que t'es plus personne, que tu vaux plus rien. Et je pense que j'en avais pas conscience à ce moment-là. J'étais en mode non, je m'en fous. Mais c'est te dire, en fait, faut vite que je renchaîne. Parce que si j'ai pas de métier, si je brille pas, je suis pas quelqu'un de cool. Je suis personne, on va pas m'aimer, mes prods, ma meuf ou quoi aux caisses, tu vois. Et forcément, j'ai réenchaîné. Sauf qu'après 10 ans de voyage à tartiner, j'étais en mode, tu sais, batterie low qui clignote, tu sais. Vous reste 5 kilomètres. C'est pour aller à la station d'essence la plus proche. Donc ça a été une énorme erreur parce que quand tu démarres l'entrepreneuriat, faut démarrer avec 200% de batterie. Moi, j'en avais 5. Du coup, j'ai engagé une grosse équipe pour faire des choses que j'avais pas le jus, la moelle de faire, que normalement tu fais quand tu démarres. Ce qui fait que ça a été un cercle un peu vicieux dans le sens où, vu que j'avais pas beaucoup de budget, vu que je me lançais, j'ai pris des gens qui étaient des juniors. Oui. Donc en fait, je vais quand même les tirer avec l'énergie. Dans ton équipe, quoi. Non, parce que j'avais pas les budgets non plus. Du coup, des gens qui voulaient faire, mais le fait de devoir tirer aussi beaucoup les gens et faire monter en puissance, c'était avec de l'énergie que j'avais quasiment plus. Donc ça a été compliqué. Puis après, en fait, tu t'aperçois que même quand tu fais du chiffre, tu vois, ça m'est arrivé de faire un lancement en une journée à 100 000 euros. Ce qui est une magnifique somme. Incroyable. Ce qui est cool. Non, mais ce qui est cool. C'est pas des millions comme certains font. Ouais, mais bon, c'est déjà très très beau. Ouais, et puis tu sais que c'est quasiment, en plus on avait quasiment pas mis de ads. J'avais dû mettre genre 2000 balles de ads. Sur le papier, c'est full, c'est net en fait. Ouais. Mais sur le papier. Sur le paper. Voilà. Et après, tu mets justement, ça. Mais attends, en fait, je vais juste payer mon équipe pendant 4-5 mois. Et vu que le temps que je refasse un lancement, ça me prend 4-5 mois, en fait, tu dis, en fait, j'ai un banquier pour l'équipe. Ce qui est normal en tant que, quand ton mec CEO, tu vois, c'est ton job de d'abord faire manger les gens. Et tout. Mais, tu vois, justement, ça a été ce changement de, peut-être que je l'aurais fait différemment. Enfin, c'est sûr. Déjà, j'aurais pris 6 mois à me manger les couilles au bord de la plage, avec des petits cocktails, tu sais, avec des petits parapluies, à prendre des petits coups de soleil qui vont bien. Et j'aurais aussi profité pour bosser certains skills. Tu sais que tu dis, ça faudrait trop que je me forme là-dessus. Et que tu fais jamais parce que t'es dans l'opérationnel. Et c'est quoi les skills? Les skills, ça aurait été plus vraiment être dans la vente, mais pas la vente parce que j'étais commercial avant, mais c'est la vente sur la psychologie humaine, c'est-à-dire pour moi la bonne vente, c'est celle où tu amènes les gens là où ils doivent aller. Et quand tu écoutes Jordan Belfort, qui est le loup de Wall Street, le vrai loup de Wall Street, il dit une bonne vente ou un bon mec qui démarche, c'est tout de suite savoir si t'as un bon client en face, sinon tu le next. Bref, c'est toutes ces psychologies-là, c'est améliorer la vente. En fait, pour moi, il y a des skills dans la vie que si tu apprends aujourd'hui, c'est pas comme du code, c'est pas comme les social media, ça bougera jamais, ça sera toujours bénéfique, c'est intemporel. Ça va être la vente, ça va être la manipulation mentale, ça va être le storytelling. Ça va être, si tu sais raconter des histoires, tu sais que le média, tu sauras toujours t'en sortir dans la vie. Bien sûr. Et après, tu vas avoir aussi la prise de parole en public, parce que tu peux savoir raconter des histoires, mais des fois c'est en voix off chez toi, dans ton appart tranquille. Tu peux le faire sur une scène. Et après, pour moi, le skill le plus important, qui te fera grandir dans la vie, réussir dans n'importe quoi, c'est le skill de savoir apprendre. Si tu sais apprendre, parce que c'est un vrai skill que moi j'ai appris très très tard malheureusement, et après c'est là où tu peux engranger plein de nouveaux super pouvoirs. Que quand tu sais pas vraiment apprendre, ça te prend du temps, c'est dur, tu procrastines, ça demande beaucoup d'énergie intérieure et mentale, et tu vas plus lentement. Donc moi je dirais commencer par apprendre à apprendre, après commencer par savoir vendre, savoir comprendre la psychologie humaine, le storytelling, le public speaking, et après en vrai tu peux faire ce que tu veux dans la vie, ça va bien se passer. Ouais, il y a un truc surtout quand je trouve quand tu recrutes des gens, c'est que faut avoir quand même un minimum de compétences dans dans le pôle que tu vas recruter, parce que si tu recrutes un copywriter mais que tu as zéro skills en vente et en psychologie humaine et tout, le mec qui va te sortir une page de vente, tu sauras même pas savoir si ce qu'elle est bien, pas bien, comment tu juges les reviews et tout. Donc c'est bien quand même sur les fondamentaux, tu vois, du développement d'un business qui te serviront toujours de développer ça. Et du coup, toi, t'es rentré dans un truc en fait où t'étais un peu en mode influenceur voyage, et j'imagine qu'à cette époque t'avais quand même peu de personnes, tu vois.
Ah ouais, en fait, j'avais 0 frais. C'est juste que je partais avec un pote filmmaker que j'essaie de rémunérer aussi très bien, mais tu vois. Un truc de l'époque où en gros tu crées ton contenu, tu fais un peu le solopreneur, tu gères tout toi-même et tu kiffes un peu le. Complètement. J'ai jamais eu d'agent, j'ai jamais eu de, tu vois, de PA, de personne assistante et ouais, c'était en plus à cette époque-là, en fait, c'était un moment où j'engrangeais beaucoup d'argent. Tu vois, ça allait de 5 000 à 20 000 euros par mois. Et tout seul. Alors tout seul, non, parce que le filmmaker, tu le payes bien, et t'essaies de bien le payer. En plus, tu passes un bon moment. Mais c'est surtout que de la même façon que si toi, tu bosses pas pour IBM ou Google, j'en sais rien, tu vas à un séminaire, je sais pas, à Hong Kong, t'es payé et défrayé. Oui. T'as ton salaire et ils te payent le déplacement. Ben moi, c'était pareil. On me payait mon salaire. Décharge, en fait. Pour créer mon contenu. Mais j'étais aussi défrayé, ce qu'on appelle du transport, du logement et de la nourriture pendant que j'étais en train de filmer. C'est-à-dire que, vu que j'étais quasiment tout le temps en voyage, l'argent qui rentrait, bah, je le dépensais même pas, puisque, bah, j'avais techniquement pas le temps et que c'était pas, ma life, c'était comme ça. Donc là, t'as de l'argent qui pouring tout le temps, toi, qui arrive en permanence. Et du coup, c'est quoi le mood, quel mood t'as, en fait, quand tous les mois, t'as une équipe c'était 8 personnes, t'avais? À un moment, ouais, on était 8 personnes et que tu dois sortir 20 000 euros par mois. Ouais, il y a forcément, en gros, une pression constante de dire, bah, faut qu'on fasse du chiffre, faut qu'il y ait des trucs, parce que t'as des gens derrière qui attendent. Tu vois, qu'il faut payer. Ouais. En fait, le problème, je pense que c'est même pas tant de savoir si t'as, je dirais la trésorerie pour les payer. C'est vraiment, en fait, à voir à quel point, si tu commences à aller sur une grosse équipe, tu vois, c'est qu'il faut accepter qu'il faut changer de métier. Ouais. C'était plus un mec qui va, ce pourquoi t'as lancé ton business. Parce que tu vas monter et tu vas passer en management, tu vas passer, tu vois, en direction de ressources humaines, tu vas passer uniquement en stratégie. Et la stratégie, c'est très bien. Mais finalement, surtout quand tu crées du contenu, j'ai remarqué que quand tu crées du contenu et que tu délègues tout, il y a une part de magie qui se perd. C'est-à-dire que si t'as un monteur, une content manager, un CM, une CM aussi, community manager, et que finalement t'es un peu là, tu fais que les prises de vue, les trucs, les machins, le contenu prend pas pareil. C'est bizarre, mais les gens le ressentent un peu. Bah, t'as ce côté où c'est exactement pareil dans l'industrie où t'as le fait main et l'industrialisation, tu vois, où en fait l'artisanat, il y a ce truc où tu vois que c'est fait à la main, ça se sent, et je pense que même les gens ils le ressentent de l'autre côté. Et quand tu commences à avoir des équipes, après une petite équipe ça va, mais quand tu commences vraiment à industrialiser en fait tout ton contenu, bah comme tu dis, tu vois, tu scriptes, tu fais 40 réels dans la journée, 12 vidéos YouTube et ça bombarde de tous les côtés. Au bout d'un moment, c'est vrai que je pense que ça se ressent. Surtout quand même, moi j'étais arrivé à un point de process parce que je me suis prêté au jeu. Normal. En fait, je tourne ce que j'ai à tourner, j'envoie tout au montage, les retours sont faits même par ma content manager, ce qui était top. Même plus les retours, quoi. Ouais, je fais un peu, et je valide à la fin, je dis, ça, faut tweaker. Ce qui fait que j'étais très loin de mon contenu et j'en faisais finalement rarement puisque j'essayais moi je faisais souvent sur 1 ou 2 jours tout mon contenu. T'es loin de ta réalité et je pense que c'est très bien de déléguer parce que ça te permet de faire des plus grands projets, c'est intéressant. Mais pour mieux être dans ta zone de génie, c'est-à-dire que tu vas plus dans la création de contenu pour aller crafter, je sais pas, une vidéo qui va bien un peu plus pour laisser les petites choses opérationnelles chronophages. Moi, je m'étais totalement sorti de ça et finalement, bah, ça me fait perdre le mojo, la magie, le goût, le fait que, bah, pourquoi je suis là, en fait. Et t'as même une réalité, je pense, client, en mode, si tu t'éloignes tellement du business que tu délègues le SAV, bon, ce qu'il faut faire parce que c'est vraiment compliqué, mais tu délègues le SAV, tu délègues moi je délègue les DM, les commentaires, les machins. En fait, tu t'éloignes, et en fait, petit à petit, tu perds la réalité de terrain de te dire, bah en fait, le mec qui va toquer chez les gens tous les jours, il est confronté aux vrais problèmes des gens, à leur réalité, et du coup, même niveau business, tu vois, tu sors les bons produits, tu fais face c'est exactement ça. vrai truc, quoi. Parce que t'es inconsciemment un closer permanent puisque vu que t'es au frontal avec tes clients, bah si t'es pas trop bête, tu vas pas leur dire merci pour le commentaire ou le partage, tu vas dire c'est quoi en ce moment tes problématiques, cool, qu'est-ce que t'as apprécié, qu'est-ce que t'as moins aimé, et qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour t'aider. Et du coup, ben à force d'avoir ces informations, tu vas comprendre le contenu que tu peux faire gratuitement pour les aider les produits payants sur ceux qui vont aller plus vite et plus loin. C'est sûr. Et du coup, ça comment t'amorces je trouve ce qui est vraiment le plus dur dans le business, c'est comment t'amorces la décroissance. C'est-à-dire comment tu passes, en fait, parce que croître c'est bien, c'est super, c'est beau et tout machin, c'est ok. Mais je trouve que le plus compliqué, c'est accepter en fait que
on revient en arrière. Ouais. Comment tu gères ce truc? Pareil, pas super bien géré en vrai, pas comme un pro. Il y a de la culpabilité déjà. Parce que tu te dis, j'ai promis quelque chose à mon équipe, tu sais, dans cette aventure, vers là où on veut aller, vers l'objectif. Et forcément, tu dis, merde, tout à coup, je sens mon corps qui veut autre chose. Ouais. Ah, finalement, en fait, là, mon corps, il me dit, il faudrait peut-être que tu commences à te reposer, frérot, parce que là, moi, je t'ai pas lâché pendant 10 ans à travers le monde, dans la jungle, etc. Toi, t'aimes pas foutu me filer 6 mois de vacances, t'es vraiment un bâtard, tu vois. Et t'as ça qui monte, tu vois. Et du coup, t'as ça qui monte en mode, j'ai de moins en moins d'énergie, j'ai des responsabilités, je me suis engagé, je suis un homme de parole, conflit de valeurs. Obligé, en fait. Exactement. Ouais. Et là, tu commences à faire un truc qui est horrible, c'est que tu fais plus ton business pour toi. Tu fais pour les autres. Et ça, c'est le pire pour plus avoir la foi, pour plus être bon, etc. Il y a ça. Puis après, il y a aussi ce côté où, en fait, pareil. C'est de la même façon que, tu vois, quand tu fais un burn-out ou quand t'en as marre d'un job, souvent t'atteins la dernière limite où tu dis, en fait, non, j'en peux plus. Ouais. Et là, c'était vraiment un moment où, à la fois, il y a des gens, vu que toi t'es moins bon, vu que t'es moins présent, parce que j'ai commencé à être moins présent parce que j'en pouvais plus. L'équipe, elle le voit. Bien sûr. Ça prend moins. Bah ouais. L'équipe, il y a plus cette énergie, il y a plus ce truc familial, cette belle aventure, ça se fragmente, donc les gens, soit ils partent naturellement, soit aussi t'en veulent, parce que, tu fais plus ton job. Peut-être que toi, vu que t'es pas bien, peut-être que toi, t'es un moins bon communicant, t'es peut-être désagréable, t'as peut-être fait des trucs qu'il faut pas, alors qu'avant tu le faisais pas, du coup ça a changé, du coup ça crée des trucs comme ça, tu vois. Donc ça, c'est ça qui est relou. Donc, il y a eu toute cette année, c'était l'année dernière, en fait, on est passé de 8 à 1, 2. Et, c'est qui le deuxième? c'était mon associé. Ok. Et du coup, en fait, ça, naturellement, il y en a qui partent. Et après, tu dis, il y a la réalité de, en fait, moi, je suis plus capable de faire autant. Ouais. Parce que j'ai toujours pas pris le temps de recharger les batteries. Donc, en fait, c'est-à-dire, si je fais moins, c'est-à-dire, si je fais moins rentrer d'argent, je vois que qui a une présence dans l'équipe qui ne ramène pas, entre guillemets, une valeur financière ou qui fait pas grandir l'activité. C'est juste un peu comme ça et que on essaie de... C'est genre les pôles que tu rajoutes il y a des trucs comme ça. Pour moi, t'as les pôles nécessaires. Donc, je sais pas, tu rentres des clients, le SAV, c'est nécessaire, tu peux pas passer à côté de ça. Mais pour moi, il y a les pôles croissance. Par exemple, j'ai envie de développer mon business, je vais prendre, un mec qui gère le contenu, qui va m'ouvrir un TikTok, un LinkedIn, etc. Ça, typiquement, c'est le genre de pôle que tu coupes en premier en général. Exactement. Et surtout quand tu vois que c'est pas potentiellement des cadors, c'est des juniors, donc ça patauge un peu, il y a peut-être pas trop d'autonomie, et du coup, c'est très cool quand t'as de l'argent qui rentre, t'as du temps, t'as de l'énergie. Les formes, ils montent en compétences, tout ça. Quand c'est pas le cas, il y a rien qui prend, tu dis, en fait, ça fait déjà un bout de temps qu'il y a des tests, qu'il y a des choses comme ça le fait pas. Tu vois, il y a et c'est dur, c'est des gens que j'aimais profondément, tu vois. Bien sûr. Des êtres humains que j'adore. Et tu te dis, ok, en fait, j'ai échoué, en fait. Parce que, j'ai pas réussi à les faire monter à une compétence qui permet de, apporter la valeur à la boîte. Moi, j'ai échoué parce que j'ai pas réussi à faire grandir le CA à un point où on est à l'aise, on n'a pas à se poser de questions. Ouais. Et 3, j'ai pas réussi à me gérer pour, là, je suis l'ombre, entre guillemets, de moi-même en termes d'énergie, d'impulse, de créativité. Donc, il y a un espèce de truc un peu moisi qui se fait, tu vois, ça pue un peu le pâté, tu vois, l'égout, tu sais, le croupi. Petit à petit, ça se... Ouais. Et jusqu'au moment où, c'est là où je trouve que la vie, elle est incroyable. C'est qu'en fait, la vie, elle te donne toujours ce que tu veux profondément. Et ce que tu veux profondément, c'est parfois le stress de pas avoir quelque chose. Donc c'est ça que tu gamberges profondément. Et c'est l'échec que tu vas obtenir, en fait. Ouais. Et moi, j'étais en mode, j'aimerais retrouver la flexibilité. Je sais pas comment faire. J'aimerais, tu vois, retrouver cette liberté. Encore une fois, ce truc simple. Et en fait, tout c'est un peu, j'ai généré ça sans m'en rendre compte parce que je disais rien. Et ça s'est fait. Et du coup, pas forcément de la bonne façon, puisque quand tu t'avoues pas les choses, par ego, par peur, par tout ça, forcément, ça, c'est du non-dit. Et quand c'est par effet ricochet, et non pas par effet direct, excuse-moi, un tel, ça va pas le faire. Moi, je suis trop fatigué, on n'a plus les budgets. Et oui, un jour, tu le dis. Mais ça fait 6 mois qu'il l'a senti. Voilà, c'est ça. Il y a la confiance qui s'est brisée parce que t'as pas été assez honnête en amont vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de toi-même, tu vois. En fait, tu repousses toujours le moment où tu sais que ça va arriver, mais par peur de plein de choses, de dire, je reviens en arrière, déjà qu'en fait, t'as eu le courage, je sais pas, oui, c'est le courage, tu vois, ou déjà que t'as eu ce changement-là, toi, d'arrêter quelque chose qui marchait pour repartir de zéro. En fait, t'as l'impression de te dire, putain, ça recommence en gros 1 an après sur, un truc qui est un peu différent. Ouais, et je pense que ce qui est dur aussi pour ceux qui se voient entendre ça, c'est que tu dis souvent à un moment, c'est un peu comme dans un couple.
La personne qui te largue au moment où ça fait 6 mois qu'elle veut te larguer et que ça va pas. Mais au lieu de le dire tout au début et de faire comprendre les pistes de développement et de réamélioration, peut-être d'ajustement et peut-être ça peut être sauvé, bah tu le dis au moment c'est déjà beaucoup trop tard dans ta tête et que la personne même elle se dit bah putain genre j'ai vu que ça allait pas et toi tu dis mais t'aurais pu le deviner. Non, il y a pas de devinette dans la life. C'est dans la life quand t'es dans une boîte, c'est si tu n'arrives pas à faire ça dans ces temps de temps-là et d'arriver à atteindre un objectif que ce soit financier, que ce soit de compétences, etc. On peut pas te garder. Si tu ne le dis pas clairement et que tu dis on peut pas te garder à cause de ça, mais qu'avant il y a pas ça, le contrat a pas été clair, le contrat même moral, c'est toi qui as tort, tu vois. C'est toi qui as tort en tant que CEO, c'est toi qui as tort en tant qu'entrepreneur, et ça c'est dur, tu vois. C'est dur. Donc ouais, les deux changements, je les ai pas super bien gérés. Ah, mais après c'est toujours compliqué parce que c'est pas des choses genre je trouve que de un, c'est pas des choses qu'on nous apprend parce que l'entrepreneuriat tu te lances sans vraiment connaître et je trouve aussi que sur internet, il y a quand même d'où le nom nouveau CEO, on en parlait un peu au début, il y a quand même je trouve cette glorification de l'entrepreneur qui a des équipes, qui fait des millions, qui est là où en fait on dit ouais, c'est tout beau tout rose, on poste sur LinkedIn comment j'ai recruté une équipe de 9 personnes et comment je gère le machin, le truc. Sauf qu'il y a une belle réalité derrière, c'est qu'il y en a très très peu. Il y a très peu de personnes qui le vivent bien, ce phénomène-là. Mais tout ce que ça engendre comme tu dis, c'est beau d'avoir 10 personnes. Mais en fait, avoir 10 personnes dans son équipe, c'est en fait te dépassionner de ce que tu faisais à la base, qui était de créer du contenu et tu kiffais ça. Et en fait, tu te retrouves maintenant avec ChatGPT, tu sais, les mecs, maintenant, ils demandent à ChatGPT de faire les scripts. Et en fait, ils se posent devant et ils parlent comme des robots et puis ils postent ça et tu perds l'essence du truc. Et je pense que c'est des choses dont il faut parler, tu vois, parce que des fois, il faut se poser les bonnes questions. Ah, je pense qu'il y a, moi, je le vois autour de moi, des gens très successful et très smart, et qui ont, tu sais, des espèces de, ça fait 6 mois qu'ils arrêtent pas de faire des allers-retours à l'hôpital, faire des tests sanguins, des trucs. Le corps, il ment pas, hein. Et ils arrivent pas à savoir ce que c'est. Bah oui. Et tu leur dis, bah je sais pas, parce que peut-être tu te rends pas compte, t'es méga stressé, tu dors 4 heures par nuit, que tu fais, entre guillemets, tu te fais croire que t'as ta meilleure life, mais qu'en fait, et ça je l'ai vécu, même dans le côté super positif, tu vois, quand j'étais influenceur voyage, j'étais fucking heureux pendant 10 ans. Vraiment, j'ai pas de, par contre, mais c'est pareil, une caisse que t'envoies à 250 pendant 10 minutes, tu rigoles sur l'autoroute, mais quand ça fait 4 heures, 5 heures, voire tout le trajet, ta voiture elle fume, elle en peut plus, même si c'est bon, même si ça se passe bien, même les Formule 1 font des retours au stand, tu vois. Faut les réparer un moment, quoi. Exactement. Alors imagine, moi ça, j'ai entre guillemets, je me suis cramé en étant dans le kiff et quand tout allait bien, mais imagine des gens où frontalement c'est des problèmes à résoudre, c'est de la pression, c'est du chiffre. Là c'est encore pire en fait. T'as que le dark side du là t'es à 250 et tu te prends une pluie de grêle, tu vois, des grêlons, t'es pas bien. Non bah non. Est-ce que maintenant du coup par rapport à cette expérience tu t'es dit ok, il y a un cadre que je me fixe. Moi par exemple dans mon business je me suis mis 2 cadres, c'est la taille de l'équipe et les heures de taf. C'est 2 cadres, je vais pas au-delà. Fois je vais au-delà en hebdomadaire, mais bien sûr, de me dire en fait sur une année j'aimerais respecter ce cadre parce que en fait je sais que c'est mon enough, tu vois, mon assez. Est-ce que toi maintenant du coup tu t'es dit en gros ok je me fixe une barrière justement où je vais essayer de pas aller au-delà pour justement garder ce côté un peu plus solopreneur, petite équipe, comme ça je continue à avoir mes c'est une super question. Aujourd'hui, je bosse que avec des freelances que je paye à la mission en fait. Et je trouve ça très sain puisque finalement c'est ce que moi j'aime, c'est ce que moi je prône. Et du coup, tu peux les payer entre guillemets à l'heure beaucoup plus cher, mais au final, toi, je trouve qu'il y a un rapport plus sain. C'est pour ça que t'es là. Donc c'est ça que tu dois faire. T'exécutes et à la fin, c'est fini quoi. C'est fini. Tu le fais bien. Dès que j'ai un autre truc, c'est toi que je vais rappeler parce qu'évidemment on a construit des process. Il y a une confiance qui s'est faite. C'est toi que je vais aller voir. Tu vois. Toi, cérébralement, en tant que freelance, c'est agréable en vrai de pas toujours bosser sur les mêmes choses, etc. Tu vois. Tu peux charger plus à l'heure. Donc toi aussi, t'as ce truc de je suis boss de mon temps et de mon agenda. Donc finalement, j'aime bosser avec des gens qui ont le même rapport à la vie et au boulot que moi, parce que du coup c'est pas des gens qui attendent ou qui sont là. Non, tu te gères aussi et tu comprends ma réalité. Tu vois, même si c'est des entrepreneurs. Bien sûr, les entrepreneurs, bien sûr, c'est exactement ça, un freelance. C'est pour moi, c'est aussi un entrepreneur, c'est un solopreneur. Il y a ça et il y a le fait que tu vois là, j'ai pris 6 mois off, 80% off, on va dire. Et là, je reprends 6 mois, mais de kiff. C'est-à-dire, je ressens mon corps qui veut repartir, tu vois. Et je refais que des trucs qui me font kiffer. Et je fais que des trucs où, quand je me pose la question, est-ce que je fais ça? Ça doit être un fuck yes, tu vois.
C'est un bon American, tu vois. C'est pas un putain mais grave, tu vois. Non, fuck yes, tu vois. Et tu vois, il y a pas longtemps, j'ai un gars vraiment brillant, un pote aussi que j'aime beaucoup, et qui m'a demandé en fait de l'accompagner en personal branding, parce que parfois je fais des accompagnements en coaching, tu vois. Parce que c'est un mec qui a une belle boîte, qui est en gestion de patrimoine. C'est un mec en or, tu vois, vraiment super. Et je me suis dit, il m'a dit, s'il te plaît, accompagne-moi. J'ai vu ce que ça allait aussi me prendre en temps, parce que c'est pas que l'heure que je passe avec lui. C'est la charge mentale. Les gens, ils sont là, 1 heure, 300 €, mais attends, mais non, parce que la prépa, il y a plein de Exactement. trucs. Et je sais plus que ça encore. Mais tu vois, non, mais c'est pour te dire que j'ai dit non à un billet de plusieurs milliers d'euros par mois, en accompagnement par mois. Pour le kiff. Parce que je me suis dit, là, tout de suite, ça correspond pas à un fuck quand ça vibre pas. Alors que le gars, il est génial, sa boîte, elle est géniale. Enfin, tu vois, il voulait me filer des equity. Ce qui est un autre truc que maintenant je fais uniquement, je bosse que en freelance sur des gros projets quand je suis en coaching, pardon. Si j'ai des equity derrière. C'est-à-dire, parce que pour moi aussi, c'est pour l'autre, c'est un gage de, je crois en ton projet. Et je te prends pas qu'un billet de coaching. Je vais t'accompagner après. Voilà, quand tu prends de l'equity pour expliquer un petit peu aux gens. Bien sûr. C'est-à-dire que, je vais t'accompagner sur le développement de ta stratégie. Ça peut être, branding, visibilité, stratégie de création de contenu, ça peut être online, ça peut être sur le business, et derrière je vais avoir des parts de la société. Alors évidemment c'est pas 20%. Hein. Oui, bien sûr. Tu vas pas arriver, mais c'est bien, ça montre l'intérêt des deux côtés. Exactement. Et même moi, je trouve ça plus intéressant humainement, parce qu'après tu te détaches du coaching et t'es plus qu'en consulting peut-être mensuel, mais entre guillemets gratuit puisque t'as des parts dans la boîte. Voilà. Et le mec il sait que ce qui est cool avec les pourcentages et l'equity, c'est que le mec il sait que ok, le gars il va être engagé parce que si la boîte elle croît, tu fais pas pour l'oseille, je fais pour l'oseille, entre guillemets, l'oseille permet de moi rémunérer la compétence, etc. Tu vois, il y a un moment donné, voilà. Mais c'est pas que pour ça et pas pour ça que je le fais. Et tu vois, là j'accompagne aussi des potes qui ont une start-up pour l'instant en ce moment je suis un coaching, tu vois. C'est même plus que du coaching, c'est vraiment toute la strate média d'une start-up à Singapour. Et là, c'était un fuck yes, parce que je sais que ces mecs-là, c'est des machines de guerre, et que là j'apprends d'eux. C'est-à-dire que ça me fait du bien de enfin réfléchir à un autre business que le mien. Et quand je fais un truc, ils me disent, ah mais Alex, c'est ça, machin. Tu sais, genre en 2 phrases, ils ont vu ça d'une autre façon. Et que là, vu que c'est un autre business, c'est plus des devs, c'est plus des tech, putain, je dis, ah ouais, tu connais pas cet outil, t'as pas fait comme ça. Là, j'ai fait, putain, non, Et là, je remange mon caca, tu vois. Je dis, ok, d'accord. En fait, tu revois ta copie, tu vois. Et ouais, bien sûr. Parce qu'ils ont des trucs à t'apprendre aussi. Exactement. Et là, potentiellement, du coup, il y aura des equity, évidemment, t'arrives pas, tu les as pas tout de suite. Faut une preuve aussi sur la durée. Mais, tu vois, aujourd'hui, là, en ce moment, c'est ça. C'est, soit c'est un fuck yes, j'y vais, soit pas. Et donc, mes limites en ce moment, c'est, qu'est-ce qui me fait marrer? Comment je fais pour pour arriver à cultiver pour moi le mantra de la vie, qui t'emmène à l'épanouissement, au bonheur, qui est ne cherche pas la récompense, cherche à prendre du plaisir sur ce chemin en fait de la récompense, sur comment tu prends du plaisir à galérer à faire un truc. Et tant mieux si tu l'obtiens ou pas. C'est là, la vie, c'est que ça. C'est que des expériences. La vie, je l'ai découvert il y a pas si longtemps. Il y a pas de but. Il y a pas de mission particulière. C'est juste, t'es là pour faire un maximum d'expériences. Et du coup, c'est pas que des expériences à devenir millionnaire. Des fois, c'est l'expérience à être triste, à expérimenter des choses dures. C'est ça, la vie. Et du coup, je me suis dit, le bonheur, évidemment, qui se situe à ce moment-là. Quand tu vis ces expériences-là, et pas tant quand t'as la victoire, la récompense ou l'échec de cette expérience. Ça, c'est pas grave, en fait. C'est surtout que les victoires, mais je voulais rebondir sur un point, du coup, qui est un peu corrélé à ça, c'est que ce genre souvent, quand on dit ça aux gens en mode, toi, tu refuses un gros billet pour juste, en fait, ton alignement personnel. Il y en a plein pour qui ça paraît aberrant, mais je pense que c'est des trucs, c'est comme quand on dit l'argent fait pas le bonheur. Enfin, il y participe, mais voilà, il ne le fait pas totalement. Je pense que c'est des trucs, tu te rends compte qu'à partir du moment où t'es monté assez haut, où t'as vécu des trucs pour te permettre tu vois. Je pense que faut avoir généré des dizaines, des milliers d'euros, enfin des dizaines de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros pour te rendre compte qu'en fait, l'argent sur un projet, ça fait pas tout, et des fois le refuser pour autre chose, c'est des trucs, tu vois, faut le vivre pour. Moi, ça a été ma grosse erreur quand j'étais influenceur voyage, c'est que j'arrivais pas à dire non à 10 000 balles pour aller en Polynésie nager avec des baleines. Parce que sur le papier, déjà, comment tu veux dire, je paierais pour ça. Pourquoi je vais dire non et pas surtout quand tu sais que ton père, c'est peut-être 6 mois voire 8 mois de salaire. Parce que je suis fatigué. Tu peux pas, en fait. Et moi, j'ai pas su le faire à ce moment-là. J'arrivais pas à dire non.
plutôt que dire est-ce qu'on peut le faire l'année prochaine, est-ce qu'on peut le faire dans plusieurs mois, sûr. parce que j'arrivais pas encore une fois à avoir le recul de me dire en fait ce qui fait que je suis successful et que ça se passe bien, c'est parce que j'ai de l'énergie, je suis bien dans ma tête et ma santé est là, et ma créativité est là, et ça c'est là parce que t'es pas trop fatigué mentalement et physiquement, et parce que quand à force de jamais dire non et jamais dire stop, t'acceptes tout et t'as pas un sentiment pas d'illégitimité, mais ce truc de dire justement par exemple par rapport à ton père ou d'autres personnes, de dire, ou même le contrat dont on parlait avant, de dire attends, je refuse ça, alors que y en a plein qui se lancent dans le business et tout, qui tueraient pour avoir ce contrat. Tu vois, il y a pas un truc que tu ressens comme ça? Moi c'était plus avant, c'était comme en fait il y avait trop de facteurs de quand j'étais influenceur, je veux dire je peux pas refuser. Je me suis battu, j'ai redormi sur le canapé des potes alors qu'avant j'étais cadre. Je me suis remis dans les pires conditions à pas avoir de thunes, à galérer pendant 3 ans, à reprendre des petits jobs potentiellement en freelance et tout pour essayer d'avoir ce job, et maintenant que je l'ai, qu'il est bien payé parce que tout le monde s'arrache la création de contenu des influenceurs pour faire des trucs chamés, je peux pas dire non. Et ça, c'est là où j'ai pas été bon, tu vois. Ouais. Ce qui m'a sauvé, ce qui m'a toujours sauvé dans la vie, et ça, je l'ai pas vraiment choisi, c'est le fait que je suis pas attiré par l'argent. Attention, je dis ça, mais je crame beaucoup d'argent, tu vois. Mais je crame de l'argent. Le final goal. Non, puis c'est de l'argent, en fait, c'est juste, tiens, j'ai envie de faire un truc, je le fais. Ouais. Je suis pas un mec qui veut des belles choses, je suis pas un mec qui va cramer des gros trucs en fringues, en machin, en matériel, c'est juste, viens, on se rejoint à Medellin. Vas-y, j'arrive, tu vois. Et du coup, l'air de rien, tu vas claquer vite 800 balles. Bien sûr. Parce que c'est ce lifestyle-là, donc je crame vite 4-5 000 balles, et à chaque fois, je dis, putain, mais où est-ce que j'ai cramé ces 5 000 balles? Dans des expériences, du coup. Dans ma vie, en fait. Ouais. Et j'ai une vie, entre guillemets, que j'aime être de fluidité et de liberté, mais finalement, cramer 5 000 balles. Allez, même, on va jusqu'au fameux revenu du bonheur qui a été évalué à $7 500. Ouais. $7 500, ça fait, grosso merdo, 80K par an. Ouais. 90K. 90K, c'est pas être millionnaire. Bien sûr. Ouais. T'es loin d'être millionnaire. Donc, y a le gap entre moi, je veux être millionnaire, et, en fait, potentiellement, si tu crames par mois 7 000 balles, tu verras que tu peux faire des énormes kiffs. Bien sûr. Tu vois, c'est juste que, t'auras peut-être pas une Lambo, tu seras pas à Dubaï, etc. C'est pas ce qui m'a attiré. Donc, moi, ce qui m'a toujours sauvé, c'est ça. C'est que l'argent, c'est clairement c'est une base et un outil qui me permet d'atteindre un des niveaux qui, pour moi, est essentiel dans moi, c'est la liberté ultime. Donc la liberté géographique, de pouvoir me déplacer quand je veux, la liberté de temps, c'est-à-dire de dire, aujourd'hui, je fous rien ou je fais quelque chose. Après, t'as la liberté aussi, financière, c'est, tiens, j'ai envie d'aller là-bas, je peux me le permettre. Et la dernière, qui n'est pas liée à l'argent, pour moi, c'est la liberté émotionnelle. C'est-à-dire que si t'as tout ça, t'as du temps, t'as de l'oseille, tu peux te déplacer, mais qu'intérieurement, ça va pas. T'as des névroses, t'as pas confiance en toi, tu te sens coupable, tu te sens seul parce que t'as peut-être tellement travaillé dans ton business que t'as plus personne autour de toi. Ça sert à rien. Et du coup, pour moi, c'est cette liberté-là, et l'argent est un des énormes outils qui me permet ça. Et c'est un truc parce que tu disais que tu l'as eu naturellement, mais est-ce qu'il y a des moments où justement tu fais un peu un travail d'introspection, de réflexion sur ce truc de dire, en fait, ok, on essaie de bosser pour voir la relation que j'ai avec l'argent. Complètement. Et c'est quoi les exercices, je sais pas si... Non, c'est très simple. J'ai beau ne pas être attiré par l'argent, c'est quand t'as des gens qui courent autour de toi, dans une foule. T'as envie de courir. T'es là, tu commences à être en petite foulée, tu sais, c'est le spectacle qu'il y a. Il se passe pourquoi tu cours? Pourquoi? Je sais pas, toi tu cours. Oui. Et tout le monde est en train de courir. Ceux qui ont la ref, par contre. Ouais, Jamel. Ah, ils sont très forts. C'est ça. Pourquoi tu cours? Parce que toi tu cours. Ouais, c'est ça. Mais là, faut avoir quelques années, faut être un peu plus âgé. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand j'étais première vie, je me retrouve, je suis service client, tu vois, mail center, et vu que j'ai une grande gueule et que je dis bonjour à tout le monde, je me retrouve vite à la régie pub avec des gens super qui me font confiance. Et du coup, je me retrouve aussi avec une promo interne chaque année, et je suis directeur de clientèle en régie pub, tu vois. Okay. Et du coup, tout ça, je l'ai fait, cette ascension de une promotion interne chaque année pendant 5 ans, pour l'amusement. Ouais. J'étais le gamin qui veut prouver que, je m'amuse et c'est cool et je veux bien faire des choses parce que on m'a fait confiance, je vais te prouver que t'avais raison de me faire confiance. Sauf que là, je commence à gagner 1500, 2000, 3000, 4000. Je commence à gagner 5, 6000 balles. Je savais même pas qu'on pouvait gagner 6000 balles. Moi, à l'époque, je savais même pas, en plus, quoi foutre avec cette thune. Et il y a un jour, en fait, où je suis là en mode, attends. Moi, je gagne 6000 balles. À côté, il gagne 7000. Pourquoi moi, je gagnerais pas 7000? Et pourquoi? Parce que moi, je suis pas moins bon, en fait, ou je peux peut-être devenir aussi bon. Et en fait, tout à coup, tu perds cette légèreté, ce mojo, parce que tout à coup, c'est plus le jeu, c'est l'ego, c'est le sérieux, c'est la stratégie. Et moi, à chaque fois qu'il s'est passé ça,
l'argent, moi je suis moins bon, les contrats sont moins fluides. Là pour le coup, au lieu de créer de l'énergie comme une dynamo, ben j'en perds parce que ça me pompe en fait d'être un peu, tu sais, vouloir aller vers l'argent. Et ça m'est arrivé la même chose quand j'étais influenceur voyage. Putain, trop cool. Putain, on me file 500 balles pour faire une vidéo. Ah, trop cool. Puis après, tout à coup, bah, ça, putain, je vais en Norvège, voir des aurores boréales, je vais aux Bahamas, je vais au Canada, enfin, tu vois. Et là, tout à coup, on me file 5, 10, 20, 15 000 balles. Et là, je commence à faire, oh, attends. Je suis payé encore mieux qu'avant à faire des choses que je kiffe, c'est mon rêve, pour en plus diffuser des valeurs que j'adore. Je gagne bien ma vie. Attends, ça devient sérieux. Attends, il y a des gens qui me rattrapent. Attends. Non, et du coup, là, attends, ça devient sérieux. Et là, tu perds ton mojo. Tu perds le flow. Tu perds la légèreté et tout ce qui a fait que c'est pour ça que t'as réussi et que c'était, l'argent et la réussite n'étaient qu'un, je dirais, un bénéfice naturel et collatéral de ça. Et donc, comment j'ai vu l'argent, c'est, je m'en foutais. Du coup, j'en ai eu. Au moment où j'en ai pris conscience et que j'en ai voulu, ça m'a fui. Tu sais, c'est un peu comme avec les meufs, là. Celui-là, ils te fuiront et celui-là, ils te fuiront. Mais c'est marrant parce que ça fait écho à un truc que j'avais entendu une fois, quand j'étais dans une salle de CrossFit à Bali en 2018. Moi, j'ai toujours été un go muscu, pendant des années. C'était salle de sport, muscu, maman. Et en fait, je parle avec une meuf comme ça qui était dans la salle. C'était un monstre. Elle était incroyable. Et en fait, elle dit, moi, je m'entraîne pas en fait pour avoir un certain physique. C'est-à-dire que mon goal, c'est pas le physique. Je m'entraîne pas pour avoir des abdos. Je m'entraîne pour performer. Mon but, c'est d'améliorer mes temps et tout. Et en fait, le physique devient le résultat, la résultante de ça. Et ça fait écho finalement dans le business de dire, tu dois pas travailler pour l'argent. Tu dois travailler pour le chemin, le process. Je sais pas, quand tu fais un lancement, quand tu lances une offre, tu dois pas te dire, ok, je vais essayer de faire 20 000 euros. Non, tu dois te dire comment je peux faire le meilleur lancement, qui fait le plus, préparer. Et en fait, si tu vois, le destin, on peut appeler ça le destin, les algorithmes, les machins, bon, peu importe, mais le résultat, il sera là. C'est-à-dire que c'est l'argent, ça doit être le résultat de tout ce que tu mets en amont dans ta vie, dans ton business. Moi, il y a un mec que j'aime beaucoup qui, en plus, prend de plus en plus la parole, qui s'appelle Matthew McConaughey, qui est l'acteur de Interstellar, de Dallas Social Club, et qui disait en fait que avant, quand il a commencé à être acteur, il cherchait vraiment, tu vois, la reconnaissance des pairs, à avoir des récompenses, d'être l'acteur, the actor to be, tu vois, vraiment dans la vibe. Et il dit un jour, j'ai shifté. Je me suis plus dit comment je peux avoir les récompenses, les trucs, les machins. Je me suis dit comment je peux être le meilleur acteur possible. Et il dit, ça part par être à l'heure au maquillage, être poli avec la maquilleuse, bien apprendre ton script, etc. Être un bon acteur, et un bon acteur qui est lié à tout son monde du cinéma. Il dit, depuis que j'ai cette mentalité, j'ai jamais eu autant de récompenses et de succès dans ma vie. Et d'ailleurs, je vous recommande vivement son bouquin The Green Light, qui est un très bon bouquin. Et en plus, si tu l'écoutes sur Audible, c'est avec sa voix, donc c'est extraordinaire. Mais ce que je veux dire, c'est ça en fait. C'est cherche pas le résultat, cherche la manière que dont tu fais les choses. Et si ton souci c'est de te dire comment mon client va être le plus content possible, comment je peux le mieux l'aider, est-ce que mon chemin de transaction, il est fluide, il est simple, est-ce que moi mes équipes, elles ont toutes les infos pour que ça se passe bien pour elles et pour diffuser l'info aux clients, ben en fait forcément tu vas faire de l'oseille. Bien sûr, ça va être le résultat. Et pour moi c'est pareil dans le contenu, c'est-à-dire que le contenu, il y en a plein qui essaient de faire des théories en mode ouais l'algorithme machin, ben tu sais sur YouTube mets un set dans ton titre et tout, alors que la réalité dans les faits, c'est si à chaque fois, à chaque étape du process, tu te dis comment je peux faire pour rendre le meilleur truc, faire le meilleur script, faire la meilleure miniature, que je puisse aujourd'hui avec mes compétences et mes connaissances actuelles, parce que tu pourras jamais faire la meilleure miniature du monde, mais bah en fait au final à force de répéter ça tout le temps, c'est un peu que progresser et que s'améliorer quoi. Moi je pars du principe moi j'aime les jeux. C'est comme ça que je me sens heureux, c'est comme ça que je performe. Et il y a un truc qui est formidable dans les jeux, c'est quand tu joues à un jeu que tu kiffes, à aucun moment t'as envie que ça se termine. Ah oui. Quand tu termines un jeu et que tu kiffes, t'as envie de refaire une partie en fait. C'est ça. Et si tu vois la vie comme ça, bah parce que tu vas toujours chercher à vouloir continuer de jouer et pas à vouloir arriver. Sauf que les gens, qu'est-ce qui se passe? Quand tu écoutes les gens, ils veulent arriver. Je vais être libre financièrement. C'est-à-dire que je vais plus avoir à me préoccuper de ça. Je vais être riche. Je veux avoir la maison. En fait, ils sont impatients d'arriver et de finir la partie. Ouais. Mais fuck no. Finis pas la partie. Prends du plaisir à jouer, en fait. Parce que plus tu vas avoir tout ça très vite, plus après tu vas être là non, mais je serai tranquille. Être tranquille, ça existe pas. Ça dure 6 mois. Après, ça s'appelle se faire chier. Tu vois? Et après, c'est de se dire, qu'est-ce qui fait du sens dans ta vie pour que
Parce qu'il va falloir que tu retrouves un nouveau projet. Bah oui. Nouveau projet, ça veut dire quoi? C'est retrouver un nouveau jeu auquel tu veux jouer. Donc autant t'amuser et prendre du plaisir à ce que tu fais en ce moment et ne pas être en souffrance en mode putain, tant que je suis pas à ce résultat-là de cette situation, je suis stressé. Fuck no. Ouais. C'est pour ça que moi, quand on me demande, par exemple, en fait, là, je bosse depuis quelques années, 3h30 par jour, à peu près. Ouais. Et en fait, à chaque fois, on me dit, ouais, mais comment t'as fait? Est-ce que au début, tu sais, il y a toujours cette passation de te dire au début, bah, c'est un peu l'idée de bosser 17 heures par jour et tout. Ouais. Moi, la première année, j'ai pas mal bossé parce que je lançais mon business à côté d'un taf en intérim, donc j'avais pas trop le choix. Mais en fait, très, très, très vite, dès les 6 premiers mois où je commençais à faire de l'argent, je suis passé sur ce modèle de me dire, je bosse 4-5 heures par jour, justement, parce que je savais que, si je me disais, ok, je vais essayer de faire les 10K par mois le plus vite possible, bah, j'allais faire, allez, je bosse 15 heures par jour, tous les jours de la semaine, je fais ça pendant 1 an, et puis à la fin, en fait, t'arrives, t'as pas profité de ton chemin, t'as fait les 10K. Le problème des objectifs, c'est que quand t'auras fait les 10K, tu voudras faire les 20. Et donc, tu te remets dans un truc où tu rebosses 15 heures par jour, et en fait, il y a jamais de fin, tu vois, il y a toujours l'étape d'après, la course d'après, le truc d'après. Bien sûr. Tu connais la plus grande arnaque de la vie, la plus grande arnaque sociale de la vie? Je sens que tu vas me le dire. Bien vu. C'est de faire, en fait, on te fait croire dans la vie que quand tu vas obtenir quelque chose, Ce sera fini. non mais ça durera pour toujours. Oui, bien sûr. C'est totalement faux. Ouais. Ce qu'il faut comprendre dans la vie, c'est que ce que tu choisis de vouloir avoir, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu entretiennes en permanence. Ouais. D'accord? Même une maison, si tu ne l'entretiens pas, tu vois, elle se déprécie. Et bien sûr. Un corps. Tu dis putain, je veux avoir tels abdos, tel corps. Ouais. Et c'est pas parce qu'une fois que tu l'as atteint, si tu t'arrêtes, c'est pareil. Et en fait, une fois que t'as capté ça, en fait, en fait, ça te détend déjà sur tout ce process. Ça te détend sur le fait que t'es pas en train d'essayer d'avoir une récompense, t'es en train de construire un lifestyle. Et c'est ça que les gens ils comprennent pas. Eux, ils veulent faire quelque chose pour obtenir quelque chose et après ils sont contents. Non. Quand t'as cet objectif, le seul bénéfice que ça doit avoir, c'est de construire un lifestyle. Ouais. Parce que dès que t'arrêtes ce lifestyle, la récompense s'en ira. Et ça, c'est la plus grande arnaque de notre société parce qu'on te dit, faut que t'aies ça pour être heureux. Ouais. En se disant, une fois que tu l'as, je l'ai. Non, tu l'as un moment. Ouais. Et plus ou moins très très court. Ouais. En plus, souvent, il y a une dissonance énorme entre les attentes et la réalité de satisfaction de ce truc. De te dire, ok, vas-y, le jour où je fais 10K par mois, le jour où j'achète ma Rolex ou je sais pas quoi, putain, ça va être l'éclate. Et en fait, ça dure 3 jours. Tu l'as, tu te dis ok cool, au début tu fais attention et puis un mois après tu fais plus attention, tu la rayes et en fait elle a de moins en moins d'importance et du coup tu vas acheter la Rolex qui est plus chère et la voiture qui est plus grosse et tout ce qui va avec quoi. Mais toute la société en soi est basée sur ce modèle un peu de base de dire faites des études, achetez votre maison, machin et vous vivrez heureux toute votre vie. On va parler un peu de création de contenu. Je me dis quand même ça peut être bien d'en parler, tu vois. Pas mal. Ça peut être pas mal. Aujourd'hui, du coup, maintenant que t'es revenu justement un peu sur ce modèle solopreneur, que t'as moins d'équipe, etc. Ouais. C'est quoi un peu le business model? Donc, t'as dit tout à l'heure que tu faisais du coaching. Et est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu vends? Quelle strate de contenu tu t'emploies? Parce que du coup, avant, tu postais beaucoup sur les réseaux et pour ça aussi que t'avais ton équipe maintenant. Comment tu gères un peu tout ça? Ouais. Alors sur les canaux de revenus, j'ai en ce moment, donc je peux faire de l'accompagnement. Donc ça, en ce moment, j'en ai qu'un. Okay. Y a ça. Ensuite, je vais avoir tout ce qui va être lié à la création de contenu pur. Tu peux avoir des sponsors, que ce soit les AdSense sur Google. Okay. Ça peut être des sponsors sur les podcasts, etc. Et le troisième, évidemment, et pas des moindres, c'est comme la vente de formation. Okay. Donc, t'as ces 3 canaux-là. Et ma stratégie, elle est simple. C'est comme je te dis, j'ai envie de retomber amoureux de la création de contenu. Et avant, j'étais en mode je fais du contenu technique, tu vois, que tu fais extrêmement bien. C'est-à-dire, je vais te montrer ce que tu dois faire pour. Moi, malheureusement, je trouve ça génial, mais je suis pas câblé là-dessus. Okay. Ça me fatigue vite, ça m'ennuie vite. Ce que j'aime, c'est plus explorer, raconter. Et du coup, je me suis dit, va plus falloir que je revienne sur ce mode-là, parce qu'en fait, à force de faire que du contenu technique, moi, ça m'embête. Vu que ça m'embête, je procrastine, j'en fais moins, c'est moins bon. Bien sûr. Ça pénalise tout le monde. Ouais. Et mon business, c'est moi en premier, la communauté. Et du coup, là, j'ai envie de repartir sur des contenus plus broad, plus génériques, on va dire.
C'est-à-dire réincarner, être plus, tu sais, il y en a qui le font très bien dans l'immobilier. C'est ce côté où je vais pas forcément te filer des conseils techniques dans l'immobilier. Genre fiscalité, quoi choisir et tout. Mais je vais te montrer comment moi j'ai investi dans mon truc et ma vie d'investisseur immobilier. Et du coup, tu incarnes par l'exemple. Tu es un peu l'explorateur. Et du coup, toi, tu redélivres derrière une formation de cette exploration que tu as vécu avant les gens et des leçons que tu en as tirées, et c'est ça que tu monétises. Donc c'est moins technique, c'est moins niche, c'est plus broad, et moi c'est comme ça que j'ai envie de refaire, c'est te dire, tu vois, typiquement, on me voit que je vais explorer des choses, que ce soit des pays, que ce soit, je sais pas, des traditions, que ce soit faire des choses avec des gens ou de l'introspection. On me voit vivre ce truc, putain, j'irai bien dans ma peau, c'est inspirant. Ok, j'ai peut-être acheté la méthode introspection. Plutôt que moi, dans une vidéo, te donner des exercices d'introspection. Genre, en gros, 3 exos d'introspection, et puis après, si vous voulez aller plus loin, rejoignez ma formation. Toi, c'est plus ou en mode, je teste, je vis le truc, tu me vois le vivre. C'est plus philosophique. Et si t'as envie d'aller plus loin, toujours le... Exactement. Je pense que les deux sont très bien. Bien sûr. Faut savoir quel type de personnalité et quel type d'information tu es bon à créer et diffuser. Bien sûr. Et moi, je suis pas bon sur la durée, sur le contenu technique, parce que ça me fatigue, ça me fait pas pétiller. Et du coup, on sait très bien quand t'es pas, c'est pareil, quand tu te forces à faire de la crypto parce qu'à la base t'aimes pas les chiffres mais tu veux faire de l'oseille, en général ton wallet il va se vider vite. Et inversement, du coup, moi qui suis très technique entre guillemets, pareil, du coup l'inverse c'est que moi les trucs philosophiques, qui peut sur YouTube s'incarner sur un vlog, ce genre de choses, c'est des trucs où j'ai essayé. Mais j'y arrive pas en fait. C'est pas dans mon ADN de faire ce genre de truc. Mais c'est intéressant parce que c'est un peu toute l'idée de dire la strate de contenu, c'est bien de l'adapter par rapport à ce qui toi en fait te correspond. Je dirais qu'il y a 3-4 grands positionnements que tu peux avoir quand tu veux créer du contenu. Je vais commencer par ceux qui sont qui ont le plus peur de créer du contenu parce qu'ils ne savent pas ou parce que c'est des juniors et ils disent j'ai aucune légitimité. Et dans ces cas-là, tu vas faire ce qu'on appelle le journaliste en fait. C'est-à-dire que tu vas être celui qui ne connaît rien, t'es étudiant, mais pourquoi tu ferais un post sur l'intelligence artificielle si t'es étudiant? Parce que peut-être tu viens de passer 2 semaines, 10 jours à poncer tous les outils, tous les articles, et tu vas pas dire voilà ce qu'il faut faire. Tu dis moi je suis étudiant, j'ai voulu me renseigner, j'ai passé 2 semaines, je vais vous économiser 2 semaines de recherche, voici ce que j'ai trouvé. Et là en fait, tu ne peux pas ne pas être légitime puisque t'es dit c'est pas moi. Je viens de passer 20 heures. Non, mais je viens de passer 20 heures. Voici le cadeau que j'ai trouvé pendant ces 20 heures-là. Je suis pas en train de dire que c'est la vérité, etc. C'est moi en mode recherche. Donc tu fais ça si tu connais rien. Après, tu vas avoir l'explorateur. Typiquement, ça va être moi c'est ce que j'aime être. C'est par exemple, tiens, ça peut être l'entrepreneur qui dit je vais essayer de faire 1 million d'euros en 1 an. Ou alors ça peut être je vais relier Paris-Dakar en vélo. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais documenter ce chemin-là, cette exploration-là. Donc, en toute transparence, tu vas documenter ça. Après, tu vas avoir aussi le gourou. Le gourou, c'est, j'ai réalisé 1 million d'euros, j'ai déjà fait plusieurs fois, je vais te dire comment faire. Voilà. Et t'as ces 3 grands, vraiment, aspects-là que tu peux avoir, et normalement, ça couvre à peu près tout. Le junior, celui qui sait pas mais qui veut savoir, et celui qui a déjà fait. Ouais, hyper intéressant. Et du coup, après, en termes de contenu, donc tu postes, parce que là, t'as repris YouTube. Ouais. T'avais repris avec un... Hier, j'ai repris avec, historiquement, c'est marrant parce que je me suis refait un petit kiff, on s'est fait un voyage en Irak avec un pote. Allez voir le docu, de Loris. Et ta vidéo à toi. Ouais, mon petit vlog, ouais. Incroyable. Sur l'Irak, pays très étonnant, et c'est là où tu vois que la vie change vite sur Terre. La résilience des gens. Mais du coup, c'était un petit voyage à l'ancienne entre potes. J'ai repris ma caméra, ça fait 4 ans que j'avais pas fait le vlog, je savais même pas ce que j'allais faire. J'ai fait à l'impro un peu pour m'amuser et ça m'a redonné goût. Je suis putain, en vrai, ça peut être cool juste de refaire des vidéos, pas que voyage. Et du coup, je m'étais chauffé aussi à faire une vidéo sur Medellin où j'ai habité 1 an. J'ai diffusé hier. Mais à la base, tu vois, je procrastinais à la montée parce que j'étais toujours dans cette phase de... Et ça m'a redonné le feu, la vidéo en Irak, donc je l'ai montée. Et effectivement, en ce moment, j'ai ma stratégie de création de contenu, elle revient sur ce que j'aime. C'est fucking jacté, comme tu peux l'entendre. Mais du coup, il faut que j'ai le temps. Donc moi, ça va être les formats longs sur YouTube, ça va être les podcasts, ça va être des choses comme ça. Et plus le format que short, c'est des trucs que t'as mis. Ouais, c'est utile. Tu peux tu peux refaire de l'editing, on va dire, tu vas récupérer. Moi, j'appelle ça la technique du menuisier. Tu vas reprendre, tu vois, tu prends un gros bloc de bois et t'en fais plein de trucs, tu vois. Et mais c'est pas là où je prends le plus de plaisir. Et surtout, c'est assez dangereux comme stratégie
parce que je connais plein de gens qui ont explosé très vite. Oui. Et revers de médaille. Le revers de la médaille, c'est que quand tu fais des contenus tous les jours, short tous les jours sur un truc, etc. Alors t'as peut-être 200 000 au bout d'un an ou 100 000, mais en fait t'en as ras le cul de ce que tu viens de parler en fait. Ouais. Et en fait t'es là, tu dis ouais j'ai 100 000, mais en fait la merde, je suis à un moment où j'ai envie de changer de thème parce que j'ai tellement poncé ça. En short, tu te dis 100 000, t'en fais un par jour à la fin de l'année, ça fait 365. Donc, Tu vois, donc j'en connais beaucoup, j'ai ça genre. il y en a énormément. Genre en fait ouais j'ai atteint mon objectif, mais en fait j'ai plus envie, j'en ai marre. Ouais. Ou du coup j'ai atteint 100 000. Les 100 000 personnes, je prends un exemple, hein, me suivent pour cette raison-là. Sauf que quand je les ai et qu'entre guillemets ça devient intéressant, bah je les ai, mais c'est plus ce truc-là que j'ai envie de faire. Ouais. Alors que souvent dans la création de contenu un peu plus déjà slow, bloc, Deep. déjà sur YouTube ou même sur les podcasts, c'est un pas un défect, surtout sur YouTube parce que c'est une vidéo très bien faite sur un sujet, notamment toi vu que t'es très technique sur un sujet. J'en ai une là pour l'anecdote 2020, elle me fait encore 500 vues par jour. Et c'est ça pareil, ça m'a pris à l'époque 2 heures à faire. Compound, il est incroyable. Mais c'est ça, et ça c'est du revenu, de la visibilité, et quand tu te dis c'était il y a 2 ans, c'était 500 vues par jour. Tu rajoutes, t'en as fait 10 comme ça. Voilà, entre temps, t'en fais plein et machin, c'est sûr. Exactement. Ouais. Et après, il y a aussi je trouve, moi, en tant que consommateur, en tout cas, il y a une grosse différence, en fait, je trouve, en termes d'information et de relation avec l'audience sur les formats longs. Ouais. Alors, les formats longs YouTube et les formats très longs podcast, comme là, on fait, tu vois. Et en fait, en termes même d'apprentissage de ce que tu veux véhiculer, moi, je suis beaucoup plus comme toi sur les formats longs parce que je trouve que les shorts, à part donner des trucs, tu vois, je sais pas, un conseil pour faire ça et tout, c'est bien parce que ça fait un peu de visibilité, mais c'est un joli sommaire. Voilà, c'est un joli sommaire qui donne normalement envie d'aller lire le livre. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que en termes d'appétence, moi je suis aussi plus comme toi. La démarche c'est pas la même. Tu vois, un short, tu te le prends dans la gueule. Un réel, un TikTok te le prend dans la gueule. Sur YouTube, c'est toi qui fais la démarche de dire tiens, j'ai envie d'aller voir si ce sujet-là m'intéresse, ou j'ai envie de connaître la solution, ou j'ai envie de me renseigner. Pareil pour le podcast. Oh, j'aime bien cette personne que je suis. C'est quoi sa philosophie? Tiens, j'aime bien le thème. Ouais. Tu vois? Donc c'est toi qui vas vers ce thème, et du coup la relation n'a rien à voir parce que déjà t'es là pour avoir plus de temps, et 2 t'es dans une démarche toi de vouloir apprendre et non pas genre de réception. Ouais, ok. Et du coup après en termes de business model, donc t'as ta partie création de contenu, t'as la partie coaching, coaching, consulting, et les formations. Comment maintenant tu structures la monétisation des formations? Donc est-ce que tu fais des lancements, vu que du coup on a eu cette passation quand même d'équipe à solo, c'est vrai que la gestion n'est pas la même parce que moi je le vois, on est 4 dans l'équipe, moi y compris. C'est vrai que moi le marketing je le fais pas, et en fait c'est sûr que quand tu repasses tout seul, dès que tu dois lancer une offre ou ce genre de choses, faut tout refaire toi-même, donc c'est plus pareil. C'est là où tu t'aperçois que finalement quand tu reviens solo, tu t'aperçois qu'en fait tu peux faire les choses avec beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'efforts, et que c'est très efficace. Donc sur les formations, en vrai, si je voulais faire plein d'oseille, c'est simple, je ferais un webinar toutes les semaines, et je ferais un high ticket. Un high ticket, c'est 1500, à partir de 1500 euros, une offre minimum, tu vois. Et après, je mettrais des closers. Et tout ça, en fait, non mais tout ça, tu peux l'avoir en freelance en plus. C'est des closers, ils prennent leur com. Toi, tu vas prendre un freelance qui va t'accompagner sur le live en technique, sur Webinar Jam, tu vois, le temps de ton live, et terminé. Et après, t'as déjà ton funnel qui est en place, etc. Et si je voulais faire de l'oseille, je ferais ça. Sauf que là, c'est pas ma priorité, et que j'ai envie de pouvoir me dire, bah tu sais quoi, ce week-end, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ou tu sais quoi, je vais aller aux Açores ce week-end, tu vois, j'en sais rien, ou je vais aller dans ma forêt faire de la varap, tu vois, à Fontainebleau ou un truc comme ça. Et parce que ça, c'est pas ça qui m'attire. Si je voulais faire de l'oseille, c'est ce que je ferais, c'est ce qui a marché, c'est ce qui marche encore, et même si t'as pas le même taux de conversion, tu feras de l'oseille. Ça marche quand même. Tu feras, si t'es bon, parce qu'en plus si tu le fais tous les week-ends ou toutes les semaines, bon. Tu t'améliores, ton discours il est bon, etc., comme un mec qui fait son spectacle, tu vois. Maintenant, c'est pas ce que je veux. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Il y a une autre technique qui est en place, c'est tu fais des ads, par exemple. Je vais pas te faire chier avec la création de contenu. Ads qui redirige justement sur potentiellement une masterclass qui a été enregistrée, donc en evergreen. Ads evergreen. Tu donnes beaucoup de valeur. Le but, c'est de montrer quand même que t'es pertinente, que c'est quoi tu parles, que t'as filé des clés, et qu'à la fin, ceux qui veulent aller plus loin et plus vite, ils peuvent passer sur l'offre payante. Donc, boum. Ads. Et donc, faut que tes ads te permettent, quand tu dépenses, que ce qu'on appelle un ROAS, donc soit rentable. 2, c'est bien. 3, c'est souvent bien. Donc, je mets 1 euro, ça me rapporte 3.
Voilà. Ça, c'est l'autre façon. C'est ce qu'il y a en ce moment. Moi, j'ai des trucs. Ouais, parce que justement, je voyais les ads passer. Ouais. Ça tourne. Il y a encore mon associé qui s'occupe de ça. Okay. Et le troisième, qui pour moi est presque la beauté des choses, qui est presque le plus fluide et le plus joli, c'est je fais de la création de contenu qui moi me parle. Naturellement, j'ai envie de parler des choses, je me suis renseigné sur quelque chose, j'ai fait un vlog, j'ai une intuition, j'ai envie de partager. Et en fait, dans ta création de contenu naturel, tu vas avoir dans ta description YouTube ou en commentaire épinglé, soit de citer un produit d'appel, je sais pas, à 50 balles, 100 balles, 200 balles, ton produit, tu peux en vendre direct. Ou soit tu fais aussi ce qu'on appelle un lead magnet, tu vois. Tu vas avoir un petit produit gratuit qui, encore une fois, est là pour rassurer, prouver ta pertinence, apporter de la valeur, et après tu as une séquence mail qui va essayer de les faire amener sur ton produit payant si ça fait du sens par rapport au produit gratuit. Et ça pour moi c'est le mieux parce que finalement c'est que des gens qui rentrent dans ton tunnel de vente. Ouais. Toi t'es vraiment axé aujourd'hui modèle tunnel de vente. Enfin, une partie en tout cas. Ouais, parce que c'est, et surtout sur celui-là le plus naturel, parce que c'est ce qui demande le moins de temps, c'est le plus automatisé, bien sûr. Et plus tu as un high ticket, plus il faut être là pour les gens. On va parler de ça justement. Tu vois, et ce qui fait que c'est pareil, il y a des moments de ta vie, t'as envie de t'enfermer dans ton bureau et faire que t'as fait, et t'y vas à fond, et en fait tu fais de l'oseille, et t'es là pour les gens, etc. Et il y a un moment de ta vie, en tout cas, quand tu t'écoutes et que t'as le courage de t'écouter, tu vas te dire, en fait, j'ai pas envie d'entendre les gens, j'ai juste envie de leur donner des trucs, j'ai envie d'être tranquille, je veux faire moins d'oseille, j'ai du temps pour moi, parce qu'encore une fois, faut savoir quels sont les piliers qui font ta vie. Moi, encore une fois, c'est la liberté émotionnelle, géographique, temporelle et financière, tu vois. Donc, là, l'étiquette, pour l'instant, c'est pas d'actu. Il y a deux trucs hyper intéressants par rapport à ce que tu dis. Le premier, c'est justement ce truc d'étiquette. Genre, on le voit partout, tu vois, parce que c'est, comme tu dis, ça fonctionne extrêmement bien. Il y en a plein qui s'y mettent. Et moi, j'ai des discussions souvent avec des entrepreneurs qui en fait font le pas de se dire, ok, je transforme mon business, je fais un étiquette, et qui, dans la majorité des cas, reviennent en arrière, justement pour ce que tu dis, parce que c'est un peu le même truc que ce qu'on disait tout à l'heure. Tu fais le lancement à 100K sur LinkedIn, c'est joli, mais dans la réalité, les produits étiquettes, comme tu dis, ça amène une autre réalité business derrière, qu'il faut être présent tous les dimanches, tu fais faire des webinars. Souvent, les produits étiquettes, il faut de l'accompagnement, des machins, des trucs. Et en fait, des coachs, faut les mecs, ça, tu gagnes plus parce que forcément, en général, les produits, il te faut beaucoup moins de clients. Mais derrière, il y a un business qui ne correspond pas du tout. Et moi, j'en connais plein qui reviennent beaucoup plus sur les modèles comme type tunnel de vente où en fait, tu mets ton système au final de conversion en place. Et toi, après, tu fais ce que tu kiffes. Créer du contenu, ce genre de truc, quoi. Exactement. Non, mais il y a un truc qui est très ingrat et très bizarre quand tu passes de freelance solopreneur à entrepreneur avec une équipe. C'est que avant, tu faisais ce que tu veux de tes journées, t'avais pas de compte à rendre et que t'avais des marges de bâtard. Ouais, là, tu rendais compte à tout le monde. Jusque là, t'as des gens qui te demandent des trucs en permanence, tu rendais compte à tout le monde. Et en plus, tu gagnes moins ta life au début. C'est parce que le problème, c'est, tu montes sur une marche où faut aller scaler. Voilà. Parce que tout à coup, potentiellement tu fais un tout petit peu plus de CA mais t'as énormément plus de charges. Ça veut dire que si tu veux recréer ce bout de gras de cash, x4, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Et là, la marge de faire x3 x4, elle est pas toujours évidente, tu vois. Et elle demande beaucoup de sacrifices que certains sont prêts à faire et c'est génial. Et beaucoup regrettent au final parce que en fait, quand tu poses la question quand même à 100 entrepreneurs, surtout dans nos thématiques, tu vois, formation et tout machin, je pense qu'il y a 95% ils vont te dire je me lance pour la liberté. Tu vois. Non mais et en fait tu te rends compte au quotidien si vraiment tu fais une analyse en gros du quotidien des tâches etc sur une semaine qu'est-ce que tu fais, tu te rends compte que je sais pas, la majorité des choix qu'ils font c'est des choix qui vont à l'encontre de cette valeur de liberté parce qu'en fait tu dis je fais du étiquette, pourquoi tu fais du étiquette, ça va te rendre plus libre? Non, ça me permet de faire plus d'oseille, ouais, mais t'es pas plus libre en fait. Non mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et moi j'ai très vite remarqué qu'il y avait un phénomène de société qui était très flippant, c'est que les gens sortent de la rat race, donc du métro boulot dodo, pour s'enfermer dans la golden race que j'appelle. La golden race, c'est celle de justement, en fait, tu sors d'une cage dans laquelle tu t'es mis dans un job pour te créer ta propre cage où tu te crames encore plus parce que c'est toi qui as toutes les responsabilités, tu vois. Et ça, c'est un truc où je m'en suis très vite aperçu. Je me dis attends Alex, là t'es en train tu sors d'un truc pour te créer un truc encore pire. Mais parce que soi-disant t'as de l'argent, c'est cool. Donc tu te voiles la face.
Alors que quand c'est un employeur, c'est un con, etc. Voilà, c'est ça, t'en as c'est marre, ça, c'est de la merde. Ouais. Mais vu que c'est toi, là, tout à coup, c'est cool et tu te le dis pas vraiment. Quand c'est des salariés, les mecs qui sont là en mode ouais, t'es dans la rat race et tout, alors que eux ils sont dans la même, c'est juste que voilà, sur le papier ils gagnent plus d'argent, mais c'est un peu le même truc quoi. Exactement. Mais c'est en vrai c'est intéressant et je pense que c'est des modèles qui sont pour la plus, comme tu dis, il y a des gens ça leur convient très bien. De fou. Mais je pense qu'il faut vraiment se comprendre et savoir ce qu'on veut parce que la majorité des gens reviennent en arrière. Et du coup, je trouve aussi un peu un phénomène de fond, j'ai l'impression, que cette année, il y a quand même il y a pas mal de personnes qui essayent, qui se mettent ou se remettent à l'ADS pour en fait cette liberté aussi. Parce que l'ADS, quand tu la maîtrises, c'est que t'as quand même l'avantage de te dire, je dépense de l'argent. T'as une visibilité de ouf. Et ça remplace le fait de créer du contenu tous les jours. Et tu te dis, c'est incroyable quand même. Ouais, puis en fait, quand l'ADS elle est bien faite, si de l'AD froide on te connaît pas, tu te fais zapper. Mais si t'as fait du contenu où t'as montré qui t'étais, t'as apporté de la valeur, t'as montré aussi, t'as tissé ce lien un peu likeable, tu vois, avec ta communauté. Quand il y a une ads, ça vient juste en appui en fait, ça vient juste en rappel, en soutien. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc, parce que toi, tu peux t'éclater d'autant plus sur ta création de contenu, être plus naturel. Et tu sais que le côté un peu plus sales, un peu plus technique, vente. Ads, il est là pour faire le taf en fait. Là, moi, j'ai justement cette année, on a lancé des ads. Enfin là, depuis début janvier, je crois, un truc comme ça. Et en termes de comparaison de chiffres, je suis en termes de leads, je dois faire 3000 leads mensuels à peu près. Okay. Et c'est l'équivalent de mon de mon plein potentiel de leads d'habitude en organique. De leads, mais alors de ma best période. C'était vraiment mon meilleur mois de leads, c'était ça, 3000 à peu près, mais une période où toutes les planètes étaient alignées, où j'avais sorti une vidéo qui avait trop bien marché, où je postais 6 contenus par semaine, machin. Pareil, mais sauf que là, je bosse 3 heures par jour. En fait, c'est après voilà que par contre, faut pas négliger qu'il faut des compétences, voilà, faut que ce soit bien fait. Mais par contre, quand c'est bien fait, c'est beau quand même. Et quand tu mises pas tout ton succès dessus, c'est important. Bien sûr. Parce que quand t'es à soif, c'est pareil, c'est un peu comme au casino, tu prends des risques qu'il faut pas prendre, tu vois. Et les ads, ça va très vite, hein. Quand tu commences à monter à 400 à 1000 balles par jour, si tu te plantes. Tu te dis, bon, si 2-3 jours ça marche pas d'affilée, tu te dis, bon, c'est quand même. T'as peur à l'eau. Mais tu vois, quand c'est bien maîtrisé, effectivement, tu sais à peu près le CA que tu peux faire, que tu veux faire. T'as la social fatigue qu'il faut faire attention aussi. Oui. Et ce qui est bien dans ces modèles, justement, ads, contenu aussi, mais ce soit ads plus funnel ou contenu plus funnel, c'est que t'as quand même une sorte de prédiction un peu moyenne de ton CA, parce que si tu sais que tous les mois en moyenne tu fais rentrer 1000 personnes dans le funnel et que sur 1000 il y en a 15, 20, 30, 50, 100 qui achètent, tu sais que le mois prochain tu fais plus ou moins rentrer le même nombre de personnes approximativement, et en fait tu retrouves au final, moi quand j'en ai mis en place dans mon business, c'est un truc qui a tout changé, parce que tu retrouves une sorte de confort et de stabilité de te dire bah ok, tous les mois je sais que j'ai au moins ça qui rentre plus ou moins en funnel, et j'ai un peu cette tranquillité, cette liberté là, tu vois. Je suis entièrement d'accord. Moi ça m'a beaucoup aidé, tu vois, les 6 derniers mois, quand une fois j'étais en mode je kiffais la life, tu vois. Il y a de l'argent qui rentrait en fait. Bah ouais. Parce que j'avais fait le taf de me dire, surtout que moi j'ai des formations qui sont assez intemporelles, puisque ma formation en personal branding, c'est une formation qui te forme à créer du contenu, à créer une image, mais c'est les concepts de comment ça fonctionne. Et du coup, qu'il y a TikTok ou Cric Crac Boom qui sortent demain. Touk touk. Touk touk. Bah ça va marcher en fait. Bien sûr. Et quand les gens ils captent ça, donc et la méthode d'introspection, faire son introspection, c'est pareil. C'est intemporel, donc ça marche aussi en fait. Ouais, et intéressant du coup pour ceux qui voudraient créer des offres ou des formations, justement, c'est ce que je recommande aussi dans la majorité des cas, parce qu'il y a des cas où si c'est des formations techniques sur des outils, t'as pas le choix, mais dans la majorité des cas, justement, essayer d'avoir des sujets, des problématiques intemporelles ou des solutions intemporelles pour t'éviter. Si tu fais une formation sur ChatGPT tous les 2 mois, vas-y, faut faire une mise à jour, tu vois. Exactement. Je pense que le mieux, c'est la combinaison corps de ta formation intemporelle et bonus fraîche de news, tu vois. Genre bonus sur ChatGPT, bonus sur l'IA, bonus sur tout ça, parce que t'as tes fondamentaux qui sont là, que tu peux en fait juste après plugger des actus, des choses qui font du sens, et là tu commences à avoir un truc costaud. De ouf. On va finir. Déjà? Non, mais non, t'inquiète. J'ai quelques questions, mais c'est une dernière partie en fait. C'est pas fini, t'en fais. Ah ok. C'est moi, je suis parti pour. C'est une dernière partie de questions.
que je pose comme ça aux invités, mais c'est jamais les mêmes. C'est quoi pour toi l'arme ultime pour se créer une identité, une marque, pour se faire reconnaître sur Internet? Un truc, c'est un créateur, il se dit ok, je veux sortir du lot sur Internet. Pour toi, c'est quoi le truc qu'il doit faire, qu'il doit maîtriser? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a un concept qui doit être original. Okay. D'ailleurs, on voit que quand un concept est original et qui est pas vu quelque part, ça fonctionne. En ce moment, il y a Abrèche Frères qui n'est pas son concept. Et il le dit, oui. et j'ai bien aimé qu'il a tout de suite dit. C'est un concept qui a été fait par un Américain, comme souvent, qui a été repris, je sais plus, en Turquie, etc. Ouais. Mais du coup, il a ça. Je vais prendre son exemple parce que je pense que tout le monde l'a pas à peu près vu passer. En fait, ce qui est intéressant dans le terme, ce que tu dis nouveau, c'est que c'est pas nouveau, personne l'a jamais fait. Non, c'est nouveau en France et dans ton marché. Voilà. Exactement, dans ton marché. Ce qui peut être intéressant, c'est-à-dire tu peux prendre un concept, je sais pas, de la cuisine, et t'es dans le fitness, mais il y a un mec en création de contenu cuisine qui fait un truc de stylé, tu vas essayer de le faire basculer et le mettre à ta patte. Le but, c'est pas de plagier. Donc il y a un concept original et distinct qui s'est pas encore vu tu réinventes un concept. Il y a personnalité et on va dire visuel qui se démarque. Ouais. Lui, c'est le chinois blasé avec une pecou dégueulasse et son café. Donc ça et t'as une mimique. Donc c'est le truc visuel mimique, exactement. Ouais. Non mais ça c'est super important. Bien sûr. Et derrière c'est des grosses difficultés que j'ai parce que ayant voyagé, j'aime être dans les arrondis, dans la compréhension, dans l'empathie. Mais si tu veux vraiment cartonner, il faut être clivant. Ok. Tu vas prendre. Okay. Tu prends par exemple un mec extraordinaire en communication. Tu prends un mec comme Donald Trump. Le gars, il a tout compris. Bien sûr. Il est fucking clivant. Bien sûr. Et c'est un magicien du business, c'est pas pour rien. Mais si tu prends un mec, et on va aller au-delà, un Hugo Clément, par exemple. Oui. Hugo Clément, c'est celui qui défend beaucoup tout ce qui est environnement, la cause animale, etc. Très clivant. J'aurais vu. Les chasseurs sont des cons, ils font n'importe quoi. Arrêtez de manger de la viande, c'est ça qu'il faut. Ouais. Les gars, réveillez-vous. Ouais. Le climat, on va tous mourir. Vous êtes cons si vous en apercevez pas. Très clivant et il porte un discours. Bien sûr. Ça a un effet qui est un effet. Exactement. C'est ton cerveau reptilien. Ouais. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau qui nous a permis de survivre. Il y a un bruit derrière le buisson. Ok, on se retourne parce qu'on se dit que c'est un tigre plutôt qu'un pote qui va venir nous checker, tu vois. En fait, si tu crées cet esprit de tribu, c'est ici, c'est ça qu'on défend. Ouais. Ça veut dire que moi c'est ça que je défends. Donc tout à coup, je vais beaucoup plus te défendre parce que c'est moi que je défends à travers toi. C'est nos valeurs quoi. Et lui qui dit du mal de toi, je vais m'embrouiller. Je vais m'embrouiller parce que c'est à moi en fait, il m'attaque moi. Donc si t'es un peu, et ça c'est mon défaut, t'es un peu cool avec tout le monde, etc. Personne va vraiment te défendre puisque je t'aime bien mais c'est pas moi non plus. Et comment? Parce que moi je suis exactement comme toi et j'arrive pas à être clivant parce que je sais pas, c'est dans ma personnalité, mais du coup comment tu rattrapes un peu ce truc, tu vois? Est-ce que t'as des méthodes ou des façons de te dire ok, j'essaye d'être clivant mais peut-être un peu différemment, tu vois ce que je veux dire? Alors ce qui est bizarre c'est que moi à la base je peux être très clivant sur certaines choses, même dans le perso et sur et en fait surtout dans le perso, c'est ce que j'ai essayé d'injecter pour compenser le fait que je suis pas clivant, c'est par les cash un peu. D'accord. Okay. Cash dans le bénéfice des gens. Ok. C'est-à-dire que tu peux ne pas dire eux c'est des cons et eux c'est des gentils ou faites ci et ne pas fait ça, c'est plutôt les gars réveille-toi, fais ça pour ton bien. Et en fait moi j'aime bien un peu par les cash, par les franco, être honnête et transparent et parce que ça fait du bien en fait. Tu sentir que tu sais les gens ils savent quand c'est du bullshit et ils le savent de plus en plus. Le radar à bullshit dans les nouvelles générations, ils arrivent, ils te regardent, vas-y laisse tomber toi, tu vois. Donc je te dirais, pour moi c'est ça, c'est sois authentique et sois sans filtre dans la vraie vérité de ce que tu as envie de transmettre et prends pas trop de, tu vois, tant qu'à pas être clivant sur peut-être ton discours, soit au moins prends pas trop de tact sur ce que tu as envie de diffuser parce que ça permet un peu de réveiller les gens, tu vois, au moins de leur faire un mini électrochoc, de dire fais pas ça, arrête, c'est de la merde, tu vois. Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure. Je trouve que c'est des contenus, moi, qui sont les plus... je trouve que c'est les contenus qui sont les plus intéressants. Les contenus qui rassemblent le plus la tribu que tu as envie de rassembler, c'est justement ce que tu disais au début. Toi, t'es pas trop contenu technique, mais plus philosophique. Et en fait, c'est les contenus sur la philosophie. Je trouve que avoir des contenus justement sur quelles sont tes valeurs, ta philosophie de vie, sans dire en gros, voici mes 3 valeurs, mais par exemple, voilà pourquoi je crois pas en ça. Voilà pourquoi vous devez arrêter de faire ça. Je trouve que ça, c'est le genre de contenus qui sont bien parce que tu arrives à être clivant sans attaquer un camp ou l'autre, mais plutôt clivant par les valeurs, tu vois. Effectivement, c'est une excellente réponse. C'est une façon de dire effectivement te positionner sans dire que les autres c'est de la merde et du coup dire c'est cool. Et c'est vrai que
moi je sais que j'ai une communauté qui a de belles valeurs et qui est très soudée autour de moi. Parce qu'effectivement, je répète régulièrement les valeurs que moi j'incarne, sans dire que les autres c'est de la merde. Malheureusement, je devrais plus le dire, je pense. Mais c'est pas encore une fois. En fait, c'est ça. J'ai beaucoup trop voyagé pour être dans le jugement et dans le conflit. En fait, c'est que j'aurais mal fait mon taf de voyageur. C'est ce que je trouve compliqué. C'est et il y en a qui sont clivants et qui arrivent très bien. Et machin. Ce que je trouve compliqué, c'est quand c'est pas dans ton ADN. D'essayer d'aller à l'encontre de toi, qui tu es naturellement. Je trouve que c'est vraiment dur quand même. Mais en termes de communication, ça fonctionne très bien. Si t'as un peu cette fibre-là, fonce parce que ça qui marche le mieux. Par exemple, Anthony Bourbon. Voilà, c'est exactement ça. La vie, c'est une guerre. Moi, je suis un guerrier. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est pareil. Voilà, tu peux dire, mais arrête frérot, repose-toi. Enfin, kiffe la life. Non, justement. C'est parce qu'il est client, il dit non, je m'en bats les couilles, moi de me reposer. Moi, je veux arracher tout, je veux faire des millions, etc. Et du coup, toi, tu vas dire, ah bah non, c'est nul. Il est con lui. Donc ça va te repousser, ou inversement bah tu vas dire putain mais moi pareil je veux être comme lui, c'est génial, et tu vas te dire lui il incarne ce que je veux être, et du coup tu vas te et même dans la rapprocher. Kevin Kelly avec les 1000 vrais fans, tu vois, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que au-delà de dire en fait j'ai une communauté de centaines de milliers de personnes, ce qui est intéressant quand t'es ou clivant ou que tu mets vraiment en avant tes valeurs, c'est que les gens se raccrochent tellement à toi qu'en fait même si t'as moins de personnes, ils sont tellement engagés envers tes valeurs, ce que tu véhicules, qu'en fait t'as une communauté qui est hyper forte. Je vais prendre un exemple qui moi me parle aussi. Quand tu me dis ça me fait cliquer. C'est Mark Manson. C'est l'écrivain c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Donc c'est l'art subtil de rien à foutre, qui a été un best-seller mais méchamment vendu à travers le monde. Et lui, il a une énorme communauté aussi parce que en fait, il dit voilà comment faut être, mais il incarne une valeur. En fait, tu vois, lui, c'est, je pense, l'exemple de comment incarner d'être son meilleur exemple. Bien sûr. Il incarne ce qu'il vend, il incarne ce qu'il est, et ça, et du coup, il y en a beaucoup. C'est souvent ça qui fait beaucoup vendre. T'es souvent, surtout quand t'es infopreneur, t'es souvent ton meilleur argument de vente. Bien sûr. Ouais, tu vois, quand t'es un coach sportif, t'es un ancien gros et que t'es musclé, il y a pas meilleur argument, tu vois. C'est implacable. Tu vois, Warren Buffett. Le gars il te file un conseil en financier, en investissement, tu l'écoutes quoi. Tu dis d'accord, alors que le gars l'autre il est bardé de diplôme et il a 200 000 balles, tu dis pas ouf, vas-y Warren. Et en fait c'est la preuve par l'exemple, et celle-là c'est la plus pure, brutale, efficace. Donc Ok. Question suivante, est-ce que tu penses que la vidéo c'est fait pour tout le monde? Alors dans quel sens? C'est une question un peu piège parce que est-ce que je pense que c'est bénéfique pour tout le monde? Oui. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Non. Non, clairement, parce que en vrai, je pense qu'on a tous des zones de génie. Il y a une zone de génie que j'adorerais avoir, que je n'ai pas, qui est l'écriture. Ça me demande beaucoup d'efforts et d'énergie, de concentration. C'est très dur pour moi. Moi, comme tu peux voir, c'est jacté. Moi, je jacte. Tu vois, tu mets un micro, on est là toute la nuit si tu veux. Et inversement, il y a des gens, ils peuvent gratter des choses. Donc la vidéo, il y a différentes façons de faire la vidéo. Tu peux faire face cam, tu peux faire une voix off, tu peux faire faceless complètement maintenant, surtout avec l'IA, tu peux faire plein de choses. Donc je te dirais que oui, la vidéo ça peut être pour tout le monde, mais c'est quelle zone de génie tu vas utiliser? Est-ce que tu vas utiliser ta prestance face caméra, ou est-ce que tu vas utiliser peut-être tes skills d'écriture, ton script que tu vas faire exactement en voix off avec l'IA, etc. Donc quand tu me dis que c'est fait pour tout le monde, oui, mais pas abordé de la même façon, parce qu'il faut capitaliser ce sur quoi tu es bon naturellement. Après, il y a un avantage, un bénéfice collatéral magnifique à briser sa peur de se montrer devant une caméra et de s'exprimer devant une caméra. C'est que souvent, tu vas prendre une forte confiance en toi. Et ça, même si c'est pas pour ton business, même si c'est dur, même si c'est pas naturel, même si c'est pas ta zone de génie, le fait de tout à coup dire c'est pas tant que j'adore la personne que je vois, qui est moi ou dans le miroir et tout, mais je l'assume, je suis un minimum fier et je suis ok de m'exprimer. Tu sors de ta zone de confort. Parce que pour moi, le personal branding, c'est ça le plus beau. C'est qu'au-delà du business, quand tu te balades dans la rue, tu sais mieux qui tu es, t'es plus fier de ce que tu fais, tu sais mieux l'exprimer, et quand tu sais mieux exprimer ce que tu fais, t'as des meilleurs rapports avec les gens, ils te comprennent mieux, ils te perçoivent mieux, ils t'admirent plus, et ça c'est fantastique. Donc je te dirais que l'exercice de la caméra devrait être fait pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui manquent de confiance en eux, et c'est un très bel exercice pour. C'est un truc collatéral qui t'aide dans plein de domaines de la vie, parce que tu vois ça t'aide à structurer même, je trouve, tes pensées,
ça t'aide à être éloquent et à captiver les gens. Si quand t'es en soirée, tu veux rencontrer des gens, en fait, tu captes l'attention, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est difficile. Et ce que je trouve marrant avec ça, c'est que les gens pensent souvent que c'est quelque chose qui est inné. Moi, on m'envoie des fois des DM en me disant, ouais Tony, comment tu fais pour être T'es beau et tout, je t'aime. non, quand même pas. Et comment tu fais pour être si à l'aise face caméra et tout? Je leur dis, mais en fait, allez voir mes premières vidéos. Mes premières vidéos, en 2017, c'était un calvaire. Je parlais face à la caméra, c'était n'importe quoi, j'avais peur, la caméra elle tremblait, j'étais tétanisé. C'est juste que ce qu'ils voient pas, c'est qu'entre temps, j'ai fait 500, 600, 700 vidéos. Et forcément, au fil du temps, et puis après, je suis à l'aise en vidéo, du coup, je fais une ITV avec quelqu'un, je suis à l'aise parce que j'ai fait, et puis après, j'arrive à parler devant un groupe de 20 personnes, et machin. Et les gens, ils pensent qu'en fait, tu passes de, nobody dans ta chambre, j'ai jamais parlé à quelqu'un, je fais une scène de 500 personnes, alors qu'en fait, c'est des tout petits pas que tu fais à chaque fois, quoi. C'est pas pour rien, justement, j'ai une formation, tu vois, sur le sujet qui s'appelle Facecam Expert. Parce que les gens pensent aussi que, Alex, il est extraverti, c'est naturel, etc. Ouais. Pareil. Ouais. Scroll down sur ma chaîne YouTube. Moi, j'ai toujours été, on va dire, à l'aise, mais j'avais un autre défaut. C'est que j'assumais pas pareil qui j'étais. Je savais pas que... T'étais pas la même personne. Non, ouais, je prenais des mimiques de personnes célèbres ou d'humoristes, etc. Parce que, même si j'étais à l'aise d'une certaine façon, je me disais pas que, en étant moi, je pourrais intéresser des gens. Ça, c'est le gros problème. Genre, oui, mais moi, je suis pas intéressant. Non, en fait, c'est justement, c'est parce que tu vas être toi que tu vas être intéressant. C'est la seule place qui est pas prise, c'est la tienne. Ça me fait penser, parce que je voulais rebondir sur quand la question précédente, t'as dit un truc et ça m'est sorti de la tête, sur le côté personnalité. Ouais. Et je trouve que, en fait, c'est ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que, pareil, quand on parle faut avoir une personnalité sur Internet, on s'imagine forcément le mec qui fait les grands gestes, qui parle fort, alors que non, une personnalité, ça peut être quelqu'un de calme, de structuré. Sur Internet, il y a de la place pour tout le monde, pas que pour les mecs qui sont extravertis. Au contraire. Ouais. Au contraire. Et c'est surtout, tu vois, il y a une chaîne que j'aime beaucoup, je regarde de temps en temps des vidéos, c'est Life of Risa. Okay. C'est une petite américaine et asiatique et une filmmakeuse à la base. Et elle a un œil, elle fait des plans magnifiques, c'est de la musique très douce. Avec une voix vraiment toute posée, etc. Et en fait, ça t'apaise. Ouais. Alors que moi, il y a des gens, ils vont se sentir agressés quand je parle parce que c'est trop d'infos, le mec gesticule de partout. Et tu vois, des gens qui ont besoin de douceur, tu regardes cette vidéo, c'est un bonbon, la vidéo. Ouais. Tu vois? Donc, il y a vraiment ce côté-là qui est important, c'est de se dire, juste sois toi-même. Parce que moi, en étant moi-même, il y a des gens qui vont adorer, d'autres qui vont détester. Ouais. Tu vas toujours, finalement, attirer des gens qui sont comme toi et en plus de ça, ça t'évitera d'avoir, ça lie tout ce qu'on a dit depuis le début, ça va t'éviter de créer du contenu qui te ressemble pas, tu vas pas être passionné par le truc, machin, et tout ce qui va avec, quoi. Complètement. Question suivante, est-ce que pour toi l'argent fait le bonheur? C'est une très bonne question auquel j'ai cogité il y a pas si longtemps. Et en fait, l'argent fait le bonheur jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que l'argent, si c'est une problématique de ton quotidien pour pouvoir payer la bouffe, ton loyer, etc., évidemment que ça fera ton bonheur. Parce que si tout à coup, t'es pas à la rue où tu peux t'acheter des meilleures courses, où t'es en train de demander si tu peux t'acheter juste un billet pour aller au ciné, etc., ça fera ton bonheur. Donc oui, l'argent, ça fait le bonheur. Jusqu'à un certain niveau, en fait. C'est-à-dire que si t'as pas la base de l'argent, l'argent fera ton bonheur. Si t'as la base de l'argent, et que tu peux commencer à t'offrir à peu près tout ce que tu veux, c'est plus ça qui va faire ton bonheur. Et c'est justement l'étude qui avait été faite par Harvard, c'est que au-dessus de $7 500, ce qui est quand même pas rien et qui représente un tout petit pourcentage de la population française en tout cas qui gagne ça. En fait, c'est au-delà de ça, tu seras jusqu'à $7 500, tu vas pouvoir vivre dans un meilleur quartier, une meilleure maison, une voiture qui a un meilleur confort, la meilleure bouffe, des coachs, des vacances, etc. Au-delà de ça, c'est plus corrélé, quoi. Potentiellement, t'as tendance à ce que cette courbe redescende. Parce que qui dit plus d'argent dit plus de responsabilité, souvent, dit plus de stress, tu es aussi plus à même d'avoir des dangers qui te sont sur lesquels on va dire tu peux attirer, vu que tu as plus de richesse, etc. Donc à partir de cette étape-là, je dirais non. Et c'est là où tu vois que l'argent est une base, parce que pour l'avoir, tu vois, c'était en 2022, donc pas l'année dernière, celle d'avant. Tu vois, j'avais de l'argent, je suis toujours été très bien niveau argent dans ce que j'avais besoin. J'étais à Bali, meilleur life, et pourtant c'était un moment de vie où j'étais pas bien dans ma peau, tu vois. Okay. Et je peux t'assurer que le décor, t'es à Disneyland des adultes, qui est Bali,
Tu peux te faire ce que tu veux, masser, la plage, le sunset, des dates, des restos, t'as de l'oseille, Il y a des trucs qui vont pas. et t'es pas bien. Ouais. Donc l'argent ne fait pas le bonheur à partir du moment où t'as tes bases. Et qu'il va falloir chercher à l'intérieur. Si t'as pas tes bases, t'as pas le temps de te poser la question si t'es heureux ou pas heureux. Bien sûr, c'est une question secondaire, quoi. Exactement. Il y a des choses qui sont plus... Et donc je pense que c'est ça en fait. Et c'est là où tu vois aussi qu'il y a beaucoup de high achievers qui sont profondément malheureux jusqu'au bout de leur vie, parce que au lieu d'utiliser souvent les high achievers, ils ont besoin de prouver à leur père, à leur vie, à eux-mêmes que tu vois ils valent quelque chose parce qu'ils se sentent jamais assez. Je pense que c'est un fuel qui est inépuisable et qui est très bien pour accomplir des grandes choses. Mais quand t'as le recul pour te dire c'est bon, j'ai à peu près atteint ce que je voulais, que ce soit une indépendance financière, un certain confort, ma famille, etc. Décapsule, tu vois. Genre arrête la soupape de je suis pas assez, de vouloir essaie de bosser sur toi. Parce que finalement, je pense que moi ce que je dis souvent, c'est que je pense que j'ai eu le malheur d'avoir une vie cool et normale, ce qui m'a pas donné, on va dire, assez de fuel pour vouloir arracher les étoiles. Bien sûr. Mais ce qui m'a donné assez de fuel pour avoir une vie agréable et heureuse. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai jamais voulu être très riche, j'ai jamais voulu être très connu, parce que j'en ai pas besoin. Mais il y a des gens qui, parce que ils ont une revanche à prendre sur la vie, ils ont été très pauvres, ils ont été maltraités, ils ont été bullies, ou voire plus. C'est un truc où en fait ils ont envie de conquérir le monde. Conquérir le monde qui est une espèce de revanche un peu toxique en fait. Que cette énergie, c'est jamais des bonnes énergies, mais ça te permet d'arracher les murs. Et le jour où t'as arraché les murs, si t'arrives pas à avoir le recul de te dire je m'en suis servi de ce cheval sauvage, je le relâche. Maintenant, je chill, un peu, j'arrête. tu seras mal. En fait, ça va se retourner contre toi et au final, ça aura servi à rien parce que tu vas te bouffer de l'intérieur. T'avais vu je sais pas si tu l'as vu, il y avait un docu qui est sorti sur les Bettencourt. Non, j'ai pas vu. Bah, tu regarderas, mec. C'est incroyable. En fait, c'est un docu qui est sorti où, en gros, ils avaient des audios, enregistrés, de chez les Bettencourt, qui était, en fait, un mec du staff qui avait mis un micro caché. Ça a duré 7 mois d'enregistrement et en fait, il y a toute l'histoire et tu te rends compte que c'était une femme du coup qui était profondément malheureuse, alors que c'était la femme la plus riche du monde. Elle était profondément malheureuse parce que sa vie était entourée de menteurs, de gens qui voulaient profiter d'elle. Elle était extrêmement stressée, occupée, elle serrait des mains à des politiques, elle était médiatisée, tu peux pas sortir de chez toi. Et en fait, tu te dis, ok, sur le papier c'est beau, mais dans la réalité des faits, pour rien au monde, je voudrais avoir sa vie et tous ces milliards. Parce que il y a un truc qui te ramène un peu en mode, ok. Je pense que s'il y a des gens qui sont dans le besoin ou qui financièrement c'est ric-rac, qui vont dire putain, bien sûr que l'argent fait le bonheur. Oui. Et vous avez totalement raison. Si tu commences à gagner 2, 3, 4, 5 000 balles, au début ça va t'amuser, c'est cool, ça va continuer de faire ton bonheur. Et au bout d'un moment, quand tu t'amuses avec tous tes jouets, que t'as fait un peu tous tes kiffs que tu voulais te payer, c'est là où le vide potentiellement il peut arriver. Ou tu continues d'utiliser ton argent pour aller explorer et nourrir ton intérieur. Et c'est là où t'es smart. Et il y a Naval qui dit en fait la plus grande réussite, c'est d'être riche et inconnu. Et anonyme. Oui, si t'es riche et anonyme, t'as niqué le game de la fucking life. C'est-à-dire que tu vas dans un café comme Monsieur Tout le Monde, tu peux acheter le fucking resto. Versus des gars qui sont connus et pas forcément très riches, parce qu'ils sont passés à la télé, etc. Ils ont pas tant d'oseille et en plus ils peuvent même pas... Exactement. Des riches, enfin des célèbres quoi. Genre en gros, t'es un mec de la tech. T'as vendu ta licorne, tu vois, pour 1 milliard. Personne n'est au courant. Personne n'est au courant. Sauf les mecs de la tech, mais bon. Mais t'inquiète, ils sont pas dans la rue, ils viendront pas te faire chier. Tu vas à ton petit café, t'es là. T'as niqué la life, man. T'as niqué la life. Mais tu vois, ça c'est le genre de truc. Moi, je trouve que t'as beau expliquer aux gens, t'as beau leur dire machin, s'ils le vivent pas, ils vont jamais te croire. Bah, c'est la fameuse phrase de Jim Carrey. Je souhaite à tout le monde d'être riche et millionnaire. Pour se rendre compte que ça n'en valait pas la peine. Ouais, c'est ça. Et ben, riche et millionnaire, riche et célèbre même. Je trouve que c'est une très belle façon de terminer cet épisode, Alex. Je suis très content de t'avoir reçu. Mais merci de m'avoir réinvité. C'est-à-dire que j'avais pas fait une si mauvaise impression que ça la dernière fois. Et non, et peut-être, qui sait que dans 3 ans, on fera le 3e épisode. Bien sûr, quand je serai papa avec plein d'enfants, que j'aurai les chefs dans le Larzac et que j'aurai fait ma transition, putain. Je pourrais te demander alors, c'est quoi cette transition dans le Larzac? Je dis bah écoute, j'ai mis Starling, frérot. Je fais des webinars toutes les semaines avec mes chèvres. Du coup, j'ai changé d'avis en fait sur les webinars. Ouais, grave. Où est-ce qu'on te retrouve du coup?
Je mettrai les liens, évidemment. Mais... Évidemment, Alex Vizeo, VIZEO sur votre réseau social préféré, parce que j'étais influenceur, donc je suis un peu partout. Et puis, si vous voulez des ressources gratuites, pour le coup, vous allez sur viseoacademy.com et vous devrez avoir pas mal de ressources sur soit des ateliers, des tests, des choses comme ça déjà qui sont pas mal cool. Impeccable. Je mettrai dans tous les cas le lien en dessous dans la description. Avec plaisir. Merci beaucoup, Alex. Merci, Tony. Allez, bonne journée à tous et voilà. Pépite de chocolat, bulle de savon et licorne endiablée.